Parfois, les lieux les plus solitaires abritent les liens les plus profonds. Parfois, ce que nous avons perdu retrouve son chemin vers nous de manière totalement inattendue. Monique Rêve, 63 ans, vivait seule dans les montagnes des Cévennes avec un loup noir nommé Gédéon. Il n'avait jamais hurlé, pas une seule fois en 5 ans. Alors, quand ses cris déchirèrent la nuit, Monique sut. À l'aube, elle trouva une jeune femme effondrée près de sa clôture. L'inconnue tremblait, silencieuse, ne transportant qu'un sac à dos et des secrets. Monique la fit entrer. Elle s'appelait Manon. Elle fuyait quelque chose, et au fil des jours, les morceaux de son histoire commencèrent à s'assembler. Le loup ne la quittait pas des yeux. Monique ne cessait de se demander pourquoi cette fille lui semblait si familière. Qu'est-ce qui avait amené Manon dans cette montagne? Et quelle vérité attendait dans le silence entre elles? La maison de campagne de Monique était nichée à 1200 mètres d'altitude, dans un pli du massif de l'Égual, là où les pins sylvestres cédaient la place aux sapins et où l'air se raréfiait suffisamment pour donner le vertige aux gens de la plaine. Monique Rêve y vivait depuis 38 ans, les 5 dernières années seule, à l'exception du loup. Elle se réveillait la plupart du temps dans un silence si complet qu'il en avait une texture, ce genre de quiétude qui appuie contre les tympans et vous fait prendre conscience des battements de votre propre cœur. Pierre disait toujours que le silence, ici, était ce qui se rapprochait le plus de la prière qu'il ait jamais connue. Il était parti depuis 5 ans maintenant, enterré dans le petit cimetière de Florac, à 20 km en contrebas de la montagne, sur des routes qui disparaissaient sous la neige des mois durant. Monique avait 63 ans, bien que les gens lui en donnent souvent plus. La montagne vous vieillit d'une manière qui n'a rien à voir avec la vanité. Ses mains étaient burinées, habiles, marquées par des décennies de labeur. Ses cheveux étaient devenus argentés très tôt, ramenés en une tresse qui pendait entre ses omoplates. Elle mesurait 1,68 m et se déplaçait avec l'économie de quelqu'un qui avait appris à ne pas gaspiller d'énergie en mouvements superflus. La maison était petite, efficace, 2 pièces et une mezzanine. Pierre l'avait construite lui-même en 1987, avant leur mariage, à l'époque où il était encore piégeur et guidait les chasseurs pour un complément de revenus. Les murs de pierre étaient épais, jointoyés avec un mortier qu'il fallait refaire toutes les quelques années. Le toit était en lauze, avec une pente abrupte pour évacuer la neige. Un grand poêle à bois dominait la pièce principale, son tuyau montant droit à travers le plafond. Les fenêtres étaient petites, à double vitrage, avec des volets à l'extérieur. Pierre avait 42 ans quand il s'était marié, Monique n'en avait que 25. Les gens du village avaient jasé, mais pas là où Pierre pouvait les entendre. C'était un homme silencieux, mince et tanné par les éléments, avec des mains capables de tout réparer et une douceur qui surprenait ceux qui ne le connaissaient pas. Ils s'étaient rencontrés quand Monique était venue du Nord, fuyant une mauvaise situation en Normandie dont elle ne parlait jamais. Il l'avait engagé pour l'aider dans un camp de chasse, lui avait appris à pister, à lire le temps, à survivre. Ils n'eurent jamais d'enfant. C'était une blessure qui s'était cicatrisée, mais sans jamais vraiment guérir. Monique ne pouvait pas mener une grossesse à terme. 3 fois, ils avaient essayé. 3 fois, elle avait perdu le bébé avant la fin du premier trimestre. Après la 3e fois, ils avaient cessé d'essayer. Pierre ne lui en avait jamais voulu, ne lui avait jamais fait sentir qu'elle l'avait déçu. Mais elle savait qu'il aurait voulu être père. Elle l'avait vu dans la façon dont il regardait les enfants au village, cette mélancolie qui traversait son visage avant qu'ils ne se reprennent. Alors ils avaient construit leur vie autour d'autre chose, la maison, la nature sauvage, l'un l'autre. Ils avaient été heureux. Monique en était certaine. Pierre avait connu chaque plante qui poussait dans ces montagnes, chaque trace d'animal, chaque formation météorologique. Il lui avait tout appris, patient comme la pierre, jusqu'à ce qu'elle puisse survivre aussi bien que lui. Il était mort dans son sommeil 5 ans plus tôt. Crise cardiaque, rapide et nette, comme il l'aurait souhaité. Elle s'était réveillée un matin de février et l'avait trouvé froid à côté d'elle. Elle était restée assise avec lui pendant 1 heure avant de faire le difficile trajet jusqu'au village pour avertir les autorités. Le chagrin avait été énorme, océanique. Pendant des mois, elle avait traversé ses journées comme quelqu'un se déplaçant sous l'eau. Mais elle était restée. Impossible d'imaginer partir. Cette maison contenait chaque souvenir de lui. Ses outils étaient encore suspendus dans la remise. Son fusil de chasse se tenait dans un coin. Son couteau de chasse reposait sur le manteau de la cheminée, le manche usé et lisse au contact de sa main, ses initiales gravées profondément. PR. Certains matins,
Elle se tournait encore pour lui dire quelque chose avant de se souvenir. Gédéon était arrivé l'hiver suivant la mort de Pierre. Elle l'avait trouvé dans un piège à mâchoire qu'un idiot avait posé illégalement sur des terres domaniales. Le loup était jeune, peut-être 8 mois, à moitié mort de faim et fou de douleur. Le piège lui avait brisé la patte avant gauche. Toute personne censée l'aurait achevé rapidement. Les loups étaient protégés, mais un prédateur blessé et dangereux, imprévisible. Monique avait regardé dans ses yeux et y avait vu quelque chose qu'elle reconnaissait, une volonté de survivre qui correspondait à la sienne. Elle l'avait tranquillisé avec des médicaments qu'elle gardait pour les urgences, avait redressé la patte du mieux qu'elle pouvait, l'avait immobilisé avec de l'aluminium et de la gaze. Elle avait construit une cage dans la remise et l'Y avait gardé pendant ce premier hiver, le nourrissant de viande de chevreuil et de sanglier, changeant ses pansements, lui parlant de la même voix basse et régulière que Pierre utilisait avec les animaux blessés. Au printemps, la patte avait guéri, tordue mais fonctionnelle. Elle avait ouvert la porte de la cage, s'attendant à ce qu'il s'enfuit. Il était sorti, avait fait 2 fois le tour de la maison et s'était installé sur le porche. Il était resté avec elle depuis lors. Gédéon était énorme maintenant, près de 70 kilos, noir comme la nuit, avec des yeux ambrés qui ne manquaient rien. Il chassait sa propre nourriture la plupart du temps, disparaissant pendant des jours, revenant pour dormir sur le porche ou, en hiver, à l'intérieur près du poêle. Il ne hurlait jamais, ne faisait jamais un bruit au-delà d'un grognement ou d'un gémissement occasionnel. Monique avait lu que les loups étaient des animaux sociaux, qu'ils hurlaient pour communiquer avec leur meute. Gédéon n'avait pas de meute. Peut-être avait-il décidé qu'il était inutile de hurler seul. Elle l'avait nommé d'après son grand-père, un homme qui l'avait élevé après la mort de ses parents, un homme qui avait été constant, fiable, présent. Le loup semblait convenir à ce nom. Sa routine était simple, immuable. Elle se levait aux premières lueurs du jour, ravivait le feu, faisait du café dans une cafetière émaillée. Elle vérifiait sa ligne de piège en hiver, son jardin potager en été. Elle cherchait constamment champignons, oignons sauvages, bailles, racines. Elle chassait quand elle avait besoin de viande, pêchait dans les lacs de montagne en saison. Elle séchait des herbes, mettait des légumes en conserve, fumait du poisson. Elle coupait du bois, entretenait ses outils, réparait ce qui se cassait. Une fois par mois, si le temps le permettait, elle faisait le voyage jusqu'à Florac. Elle chargeait sa vieille Renault 4 de tout ce qu'elle avait besoin d'échanger ou de vendre herbes, potaners, truites fumées et descendait la route sinueuse. Elle achetait des provisions, farine, sel, sucre, café, munitions, propane. Elle récupérait son courrier à la poste, échangeait de brèves politesses avec des gens qui avaient connu Pierre, et remontait. Les gens du village la respectaient, pour la plupart. Ils l'appelaient « la femme de la montagne », avec un mélange d'admiration et de méfiance. Quelques anciens se souvenaient de Pierre et lui demandaient comment elle s'en sortait. Elle leur répondait que ça allait, les remerciait de demander, et en restait là. La solitude ne la dérangeait pas. En vérité, elle la préférait. Les gens demandaient une énergie qu'elle ne voulait plus dépenser. Ici, la vie était directe. Soit tu restais au chaud, soit tu gelais. Soit tu trouvais de la nourriture, soit tu avais faim. Soit tu faisais attention, soit tu mourais. Il y avait une clarté là-dedans qui lui convenait. Mais parfois, au cœur de l'hiver, quand la neige était trop épaisse pour voyager et que la maison semblait plus petite qu'elle ne l'était, elle se surprenait à parler au fantôme de Pierre, lui racontant sa journée, lui demandant son avis sur une réparation, admirant le coucher de soleil ensemble comme ils le faisaient autrefois. Elle savait que ce n'était pas sain, qu'elle devenait probablement un peu étrange comme le font les ermites, mais cela la réconfortait, alors elle se le permettait. Gédéon était une compagnie d'un autre genre. Il ne jugeait pas, n'exigeait pas de conversation. Il existait simplement à ses côtés, une présence chaleureuse, un rappel qu'elle n'était pas entièrement seule. Telle avait été sa vie pendant 5 ans. Prévisible, gérable, la sienne. Jusqu'à la nuit où Gédéon se mit à hurler. Monique était endormie, profondément, quand le son la tira de son sommeil. Au début, elle ne le reconnut pas. La maison était sombre. Le feu s'était réduit à des braises. Puis il retentit à nouveau, un cri long et plaintif qui lui fit se hérisser tous les poils sur les bras. Elle s'assit, le cœur battant à tout rompre. Gédéon se tenait sur le porche, juste devant la porte, la tête renversée, hurlant vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Le son était primal, plein d'urgence et de chagrin,
et il la terrifiait car en 5 ans, il n'avait jamais émis un tel son. Elle enfila ses bottes et son manteau, attrapa la lampe de poche et sortit. La nuit était claire, la lune presque pleine, les étoiles si brillantes qu'elles semblaient assez proches pour être touchées. La température avait chuté sous les zéros. Son souffle formait un panache blanc. Gédéon se tenait rigide au bord du porche, le regard fixé vers la lisière des arbres. Elle suivit son regard, mais ne vit rien, juste l'obscurité et les formes vagues des sapins. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Sa voix semblait faible face à l'immensité. Il hurla de nouveau, puis la regarda. Même au clair de lune, elle pouvait voir l'intensité dans ses yeux. Il voulait qu'elle comprenne quelque chose. Elle resta là pendant 20 minutes, scrutant l'obscurité, écoutant. Rien ne bougeait. Aucun son, à part le vent dans les arbres et les gémissements occasionnels de Gédéon. Finalement, transie de froid et confuse, elle rentra. Gédéon resta dehors. Il hurla toute la nuit. Elle ne dormit pas, restant simplement allongée dans son lit, écoutant ce son terrible et solitaire et se demandant ce qu'il signifiait. Quand l'aube finit par poindre, grise et froide, elle s'habilla rapidement et sortit. Gédéon avait disparu. Elle trouva ses traces s'éloignant de la maison, vers la clôture en bordure de sa propriété. Elle les suivit à travers la neige croûtée, le souffle court dans l'air raréfié. Les traces menaient au coin nord-ouest, là où la forêt se pressait contre la clôture, et là, effondrée contre un poteau, se trouvait la jeune femme. Au début, Monique crut regarder un cadavre. La fille était recroquevillée sur le côté, les genoux ramenés, un bras tendu vers la clôture comme si elle avait essayé de l'escalader en tombant. Elle portait un jean, une chemise en flanelle, une veste fine, rien d'adéquat pour une nuit à cette altitude. Ses cheveux sombres étaient emmêlés de feuilles de pin et de boue. Son visage était tourné de l'autre côté. L'instinct premier de Monique fut de chercher un pouls. Elle s'agenouilla dans la neige, retira son gant et pressa 2 doigts contre la gorge de la jeune femme. La peau était glacée, mais là, faible et lent, un battement de cœur. Et, Monique lui secoua doucement l'épaule. « Vous m'entendez » Aucune réponse. La respiration de la jeune femme était superficielle, à peine visible. Hypothermie, certainement, probablement déshydratation, peut-être pire. Gédéon apparut d'entre les arbres, silencieux comme la fumée. Il s'approcha de la jeune femme, la renifla soigneusement, puis s'assit et regarda Monique avec ce qui ne pouvait être décrit que comme de l'attente. « D'accord, marmonna Monique. Ramassons-la. » La jeune femme ne devait pas peser plus de 55 kilos, mais c'était un poids mort. Monique passa ses bras sous les épaules de la fille et la traîna debout, puis la manœuvra pour la porter sur son dos. La maison était à 200 mètres. Le temps que Monique l'atteigne, ses poumons brûlaient et ses jambes tremblaient. Elle ouvrit la porte d'un coup de pied et porta la fille directement au lit, la déposant sur les couvertures. Puis elle passa en mode urgence, se déplaçant avec l'efficacité que Pierre lui avait enseignée. D'abord, évaluer. Elle vérifia la respiration, le pouls, les pupilles de la jeune femme, tout était lent mais fonctionnel. Pas d'os cassés évidents, doigts et orteils intacts. Pas encore de signes de gelure, mais c'était proche. La température corporelle de la jeune femme était dangereusement basse. Deuxièmement, la réchauffer lentement. Monique raviva le feu jusqu'à ce que le poêle rayonne de chaleur. Elle retira les vêtements mouillés de la jeune femme, travaillant rapidement, cliniquement. En dessous, la fille était mince, couverte d'échymoses, de vieilles échymoses jaunissantes. Monique les nota, mais ne s'y attarda pas. Elle l'enveloppa dans des couvertures sèches, lui mit des chaussettes en laine, la couvrit de couettes supplémentaires. Troisièmement, les fluides. Elle chauffa de l'eau, ajouta une pincée de sel et de sucre, la laissa refroidir jusqu'à ce qu'elle soit tiède. Elle souleva la tête de la jeune femme, porta la tasse à ses lèvres, fit couler de petites quantités dans sa bouche. La plupart s'écoula, mais une partie descendit. Il faudrait que cela suffise. Puis elle s'assit et attendit. Gédéon était couché à côté du lit, le menton sur les pattes, observant la jeune femme avec une intensité sans faille. La jeune femme dormit toute la journée. Monique la vérifiait toutes les heures. Pouls, respiration, température. Dans l'après-midi, la couleur de la jeune femme s'était légèrement améliorée. Sa respiration s'était approfondie. Elle avait marmonné quelquefois, des mots incohérents, ses mains s'agitant sous les couvertures.
Pendant que la fille dormait, Monique examina ce qu'elle transportait. Un sac à dos de type militaire, cher. Elle l'avait trouvé près de la clôture. À l'intérieur, une bouteille d'eau vide, une barre énergétique à moitié mangée, une petite trousse de premier secours, un couteau à lame fixe, une lampe frontale avec des piles mortes, et 3 objets qui firent se nouer l'estomac de Monique. Premièrement, un sac en plastique contenant de l'argent liquide. Elle le compta rapidement. 4 000 € en billets de 20 et 50. Deuxièmement, 2 permis de conduire, tous deux avec la photo de la jeune femme, mais des noms et des adresses différents. L'un indiquait la Bretagne, l'autre l'Alsace. Troisièmement, une photographie, délavée, froissée, abîmée par l'eau sur les bords. Elle montrait une jeune fille, peut-être 7 ou 8 ans, debout à côté d'une femme. Le visage de la femme avait été arraché, délibérément, semblait-il, ne laissant que son épaule et une partie de son bras visible. Derrière elle, partiellement visible, se trouvait une maison en pierre. Monique la regarda longuement. Les poteaux du porche, l'angle du toit, la forme de la fenêtre. Elle ressemblait exactement à sa maison. Elle posa la photographie avec précaution, ses mains soudainement tremblantes. Qui était cette fille? Pourquoi avait-elle de fausses identités et des milliers d'euros en liquide? Pourquoi était-elle ici, si mal préparée et seule? Et pourquoi, mon Dieu, pourquoi avait-elle une photographie de ce qui semblait être cet endroit? Monique s'assit à la table, le contenu du sac à dos étalé devant elle, et tenta de donner un sens à tout cela. Chaque réponse qu'elle trouvait menait à plus de questions. La jeune femme fuyait quelque chose, clairement, ou courait vers quelque chose. L'argent suggérait une activité criminelle ou une fuite d'une situation dangereuse. Les fausses identités suggéraient qu'elle se cachait. Mais la photographie suggérait qu'elle était venue ici délibérément. Dehors, la lumière de l'après-midi s'estompait. La neige avait recommencé à tomber. De légers flocons qui s'intensifieraient probablement pendant la nuit. Monique réalisa soudain que même si elle voulait emmener la jeune femme au village, chez un médecin ou à la gendarmerie, elle ne le pouvait pas. La route serait impraticable en quelques heures. Elles étaient coincées ici ensemble, au moins pour quelques jours. La jeune femme se réveilla au crépuscule. Monique était près du poêle, remuant une marmite de ragoût de chevreuil, quand elle entendit une brusque inspiration derrière elle. Elle se tourna lentement, les mains visibles, non menaçantes. La jeune femme était assise, les couvertures serrées contre sa poitrine, les yeux hagards. Elle regarda frénétiquement autour de la pièce, évaluant, calculant les voies de fuite. Son regard se posa sur Monique et s'y tint. « Vous êtes en sécurité », dit doucement Monique. « Vous étiez dehors toute la nuit. En hypothermie. Je vous ai rentré. » Les yeux de la jeune femme se portèrent sur la porte, puis sur les fenêtres, puis sur Gédéon, qui avait levé la tête au son de son mouvement. « C'est Gédéon, » dit Monique. « Il ne vous fera pas de mal. C'est lui qui vous a trouvé. » La jeune femme fixa le loup. Une partie de la panique s'effaça de son visage, remplacée par de la confusion. Elle ouvrit la bouche, la referma, essaya à nouveau. Sa voix sortit en un râle. « Où suis-je ? » Dans ma maison. Massif de l'Égual, dans les Cévennes. À environ 20 km du village le plus proche. Le visage de la jeune femme se crispa. Un instant, Monique pensa qu'elle allait pleurer, mais elle se retint. Elle serra plus fort les couvertures et baissa les yeux sur elle-même, réalisant qu'elle était nue en dessous. « J'ai dû enlever vos vêtements, » dit Monique. Ils étaient trempés. Ils sont en train de sécher. Elle désigna la corde qu'elle avait tendue près du poêle. La jeune femme hocha lentement la tête. Elle avait l'air épuisée, vidée. « Comment vous appelez-vous » demanda Monique. Une longue pause. La jeune femme semblait débattre de ce qu'elle devait dire. Finalement. Manon. Juste Manon. Manon Roux. D'accord. Manon Roux. Je suis Monique. Vous êtes ici depuis environ 12 heures. Vous avez de la chance d'être en vie. Manon hocha de nouveau la tête. Elle regarda Gédéon, qui n'avait pas quitté ses yeux d'elle. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Je ne sais pas, dit honnêtement Monique. Il ne s'est jamais comporté ainsi auparavant. Elle servit du ragoût dans un bol et le lui apporta. Pouvez-vous manger? Manon prit le bol avec des mains tremblantes.
Elle mangea lentement au début, puis plus vite, comme quelqu'un qui n'avait pas eu un repas décent depuis des jours. Probablement que non. Monique attendit qu'elle ait fini avant de parler à nouveau. J'ai besoin de savoir si quelqu'un va venir vous chercher, si vous avez des ennuis. Manon posa le bol. Elle resta silencieuse si longtemps que Monique pensa qu'elle n'allait pas répondre. Puis, si doucement que Monique faillit le manquer, peut-être. Quel genre d'ennui? Le genre qui n'abandonne pas. Monique encaissa. Elle pensa à l'argent, aux fausses identités, aux échymoses. Vous fuyez la justice ou une personne? Une personne. Est-il dangereux? Manon croisa alors son regard. Très. Monique hocha lentement la tête. Elle s'était trouvée dans cette situation une fois, il y a une éternité. Elle reconnut ce regard dans les yeux de Manon. Le regard d'une proie. D'accord, dit-elle. Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que le temps s'éclaircisse et que vous soyez assez forte pour voyager. Quelques jours, probablement. Après ça, il faudra que vous décidiez où aller. Merci. La voix de Manon se brisa sur ces mots. Ne me remerciez pas encore, dit Monique. Je veux savoir pourquoi vous avez une photo de ma maison dans votre sac à dos. Les yeux de Manon s'écarquillèrent. Vous avez fouillé dans mes affaires. Vous étiez en train de mourir. J'avais besoin de savoir qui vous étiez. Maintenant, j'ai besoin de savoir pourquoi vous êtes ici. Mais Manon s'était détournée, la mâchoire serrée. Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'était un mensonge. Monique pouvait le voir dans la ligne rigide de ses épaules, la façon dont elle évitait son regard. Mais elle savait aussi qu'insister ne servirait à rien. Pas encore. D'accord, dit Monique. Nous y reviendrons. Pour l'instant, vous avez besoin de repos. Elle laissa la jeune femme seule, sortit vérifier le temps. La neige tombait plus régulièrement maintenant, déjà 2 ou 3 centimètres de nouvelle accumulation. Il serait bloqué par la neige au matin. Gédéon la suivit, se tenant à côté d'elle sur le porche. Elle posa sa main sur sa tête, sentit sa chaleur, sa réalité solide. « Qu'est-ce que tu m'as amené, mon grand » murmura-t-elle. Le loup la regarda, ses yeux ambrés brillant dans la lumière réfléchie de la maison. Puis il regarda de nouveau vers la porte, vers la jeune femme à l'intérieur, et Monique sentit le premier frémissement de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, à l'attraction d'un vieux souvenir qu'elle pensait avoir oublié. 3 jours passèrent dans une négociation prudente de l'espace partagé. La neige tomba continuellement, lourde et humide, s'accumulant contre les murs de la maison et recouvrant les fenêtres à mi-hauteur. Monique entretenait constamment le feu. Le monde extérieur disparut dans le blanc. Manon se rétablit lentement. Le premier jour, elle dormit principalement, ne se réveillant que pour manger et utiliser les toilettes extérieures, enveloppée dans un vieux manteau de Monique. Le deuxième jour, elle resta éveillée plus longtemps, assise à la table ou dans le fauteuil près du feu, observant Monique travailler avec une intensité silencieuse qui mettait Monique mal à l'aise. Le troisième jour, Manon se déplaçait dans la maison, hésitante mais stable. Elle avait d'abord refusé l'offre de vêtements propres de Monique, insistant pour porter les siens une fois secs, mais elle avait finalement accepté une paire de chaussettes en laine et un gros pull. Elle était plus grande que Monique ne l'avait d'abord pensé, peut-être 1,75 m, avec des cheveux sombres qui tombaient sur ses épaules et des yeux gris verts qui semblaient plus vieux que son visage. Monique lui donnait la vingtaine, bien que quelque chose en elle portait le poids de plus d'années que cela. Il parlait peu. Monique n'était de toute façon pas très bavarde, et Manon semblait enfermée dans ses propres pensées, n'en sortant que lorsque c'était nécessaire. Mais de petits moments de connexion commencèrent à se former. Le troisième matin, Monique broyait des herbes séchées à la table maquillée, sureau, sauge préparant ses réserves de remèdes pour l'hiver. Manon observa un moment, puis demanda doucement, « C'est pourquoi ?»« Des tisanes, principalement, » dit Monique. « L'aquilée pour la fièvre, le sureau pour les rhumes, la sauge pour à peu près tout. Ma mère faisait quelque chose comme ça. » La voix de Manon était lointaine. Elle cueillait des plantes dans les terrains vagues. Elle disait que celle de la ville marchait aussi bien que celle de la montagne. C'était la première chose personnelle qu'elle partageait. Monique continua ses gestes, ne voulant pas l'effrayer. Elle vous a appris leur nom? Je me souviens de certains. Mouron des oiseaux, pissenlit, plantain pour les piqûres d'abeilles.
Une pause. Elle est morte il y a 6 mois. Je suis désolé. Manon hocha la tête, baissant les yeux sur ses mains. Cancer. Rapide à la fin. Elle n'avait que 47 ans. Monique prit la vieille boîte en fer blanc où elle gardait ses mélanges finis. Le métal était usé et lisse par des décennies de mains de Pierre l'ouvrant et la fermant. Elle mesura une portion d'herbe dans un plus petit récipient et le fit glisser sur la table. Pour le chagrin, dit-elle simplement. Infusez-la bien fort. Buvez-la avant de vous coucher. Ça ne réparera rien, mais ça aide à dormir sans rêver. Manon fixa le récipient, sa gorge se serrant. Puis elle tendit la main et le prit, fermant ses doigts dessus avec précaution. Merci. Plus tard dans la journée, Monique lui montra comment entretenir correctement le feu, comment mettre les bûches en veilleuse, quand ajouter du bois, comment régler le tirage. Manon absorba les informations en silence, puis prit en charge la tâche sans qu'on le lui demande. Ses mouvements étaient efficaces, prudents. Elle avait déjà fait du travail physique. Vous vous y connaissez en poêle à bois, observa Monique. Foyer d'accueil, dit Manon. Certains étaient assez rudimentaires. On apprenait à se réchauffer ou on gelait. Une autre information, lâchée nonchalamment mais lourde de sens. Foyer d'accueil, pas de famille, une mère morte jeune. Monique la rangea dans un coin de sa tête. Le 4e jour, Manon proposa de l'aider à vérifier la ligne de piège. Monique faillit refuser. La jeune femme était encore en convalescence, et la marche était difficile, même par beau temps. Mais quelque chose dans le visage de Manon la fit reconsidérer. La jeune femme avait besoin de bouger, d'être utile. Monique comprenait cela. Elles s'emmitouflèrent et sortirent dans le monde blanc, Gédéon gambadant devant. La neige leur arrivait aux hanches par endroits, et elles se déplaçaient lentement, faisant la trace. Monique avait 6 pièges posés dans un rayon de 3 kilomètres. 4 étaient vides. Le 5e contenait un lapin, gelé. Le 6e avait été déclenché, mais était vide. Quelqu'un était passé avant. Manon observa Monique réarmer les pièges, notant les emplacements, la façon dont Monique lisait les signes des animaux dans la neige. Quand elles prirent le chemin du retour, Manon dit « Vous pourriez m'apprendre. Si je dois rester un peu, je pourrais aider davantage si je savais ce que je fais. » Monique la regarda. Les joues de la jeune femme étaient rouges de froid, mais ses yeux étaient clairs, concentrés. « Vous prévoyez de rester plus que quelques jours ? » Je ne sais pas où aller d'autre. Ce n'était pas une réponse, mais c'était honnête. Monique hocha la tête. D'accord, je vous apprendrai ce que je peux. Ce soir-là, Monique sortit les anciens guides de terrain de Pierre Fleurs Sauvages, traces d'animaux, météorologie et les posa sur la table. Manon les feuilleta avec soin, presque avec révérence, comme s'il s'agissait d'artefacts précieux. « À votre mari » demanda-t-elle en remarquant le nom écrit à l'intérieur de la couverture. « Oui, Pierre. Il est mort il y a 5 ans. » « Je suis désolé, dit Manon. C'était soudain. Le cœur a lâché dans son sommeil. Rapide et net, il aurait approuvé. Manon passa ses doigts sur l'écriture de Pierre. « Avez-vous eu des enfants » La question tomba comme une pierre dans l'eau calme. Monique prit une inspiration. « Non, je ne pouvais pas les porter. Nous avons essayé. Ça a dû être difficile. Ça l'a été. » Monique se leva, se dirigea vers le poêle pour mettre du café à chauffer. Elle ne parlait généralement pas de cela, mais la présence silencieuse de la jeune femme rendait les choses plus faciles. Pierre voulait être père. Il aurait été un bon père. J'avais l'impression de l'avoir déçu, même s'il ne l'a jamais dit. Avez-vous déjà pensé à adopter ? On en a parlé. Mais nous étions trop vieux quand nous y avons vraiment pensé, et trop isolés. Les services sociaux ne nous auraient pas approuvés. Elle versa 2 tasses de café, en apporta une à Manon. Et votre père ? Vous avez mentionné votre mère, mais pas lui. Le visage de Manon se ferma immédiatement. Jamais connu. Ma mère ne voulait pas parler de lui. Elle disait juste qu'il était parti avant ma naissance. C'est pour ça que vous vous êtes retrouvés en foyer d'accueil ? Oui. Maman ne pouvait pas s'occuper de moi quand j'étais petite. La drogue, surtout. Entrée et sortie de cure de désintoxication. J'ai été placée dans des familles, j'ai beaucoup déménagé.
Elle est devenue sobre quand j'avais 12 ans, elle m'a récupéré. Nous avons eu 5 bonnes années ensemble avant que tout ne s'écroule à nouveau. La voix de Manon était plate, récitant des faits. À ce moment-là, j'étais assez grande pour m'occuper principalement de moi-même. Je suis resté avec elle jusqu'à sa mort. Monique entendit la loyauté dans cette déclaration, l'amour féroce sous le ton factuel. On dirait que vous avez été une bonne fille. J'ai essayé. Elles s'assirent en silence, buvant leur café, le feu crépitant entre elles. Dehors, le vent s'était levé, projetant la neige contre les fenêtres. Gédéon était couché entre elles, la tête sur le pied de Manon. Il l'avait à peine quitté depuis son arrivée. « Il vous aime bien » dit Monique en désignant le loup. « Je l'aime bien aussi. » Manon se pencha, le grattant derrière les oreilles. « Je n'ai jamais été aussi proche d'un loup. Il n'a pas l'air sauvage. Il est assez sauvage quand il le faut. Mais il a choisi de rester. C'est différent d'être apprivoisé. » Manon hocha lentement la tête, comprenant quelque chose dans cette distinction. « C'est ce que vous êtes ? Sauvage mais choisissant de rester ? » Monique réfléchit à la question. « Peut-être. Ou peut-être que je suis juste vieille et fatiguée et que c'est le seul endroit qui a encore un sens. Vous n'êtes pas si vieille. Assez vieille pour savoir qu'il ne faut pas recueillir des jeunes femmes étranges avec de fausses identités et 4000 € en liquide. » La main de Manon s'immobilisa sur la fourrure de Gédéon. Elle leva les yeux, croisant directement le regard de Monique. « Allez-vous me dénoncer ? » À qui ? La loi la plus proche est la gendarmerie à Florac, et ils ont déjà bien assez à faire avec la vraie criminalité. À moins que vous n'ayez fait quelque chose que je doive savoir, je n'en vois pas l'intérêt. Je n'ai rien fait. Je suis juste quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise. L'homme dangereux dont vous avez parlé. Oui. Il a un nom ? Manon hésita, puis hocha la tête. Nicolas. Nicolas Caron. C'était le petit ami de ma mère ces 2 dernières années. Après sa mort, il a décidé que je lui appartenais. Il a dit qu'elle lui devait de l'argent, que je lui devais de l'argent pour s'être occupé d'elle. Sa mâchoire se serra. Je ne lui dois rien. L'argent dans votre sac, c'est... Non, c'est le mien. Celui de ma mère, en fait. Elle l'avait caché, économisé. Elle me l'a laissé. Il pense que je l'ai volé, mais il n'a jamais été à lui. Monique hocha lentement la tête. L'image devenait plus claire. Une jeune femme seule, fuyant une situation abusive avec les ressources qu'elle pouvait emporter. C'était une histoire aussi vieille que le monde. Monique en avait vécu une version elle-même des décennies plus tôt. D'accord, dit-elle. C'est entre vous et lui. Mais s'il vous suit jusqu'ici, nous devons savoir à quoi nous avons affaire. À quel point est-il dangereux ? Le visage de Manon devint pâle. Il a mis ma mère à l'hôpital 2 fois. Il a un casier judiciaire, agression, port d'armes. Il a fait de la prison. Et il n'abandonne pas une fois qu'il a décidé que quelque chose lui appartient. Sait-il où vous êtes ? Je ne pense pas. J'ai été prudente. J'ai utilisé les fausses identités, payé en liquide, évité les grands axes. Je voyage depuis 3 mois, en me dirigeant vers le sud. Elle baissa les yeux. Je pensais que si j'allais assez loin, il abandonnerait. Mais je continue de voir son camion. Ou je crois le voir. Peut-être que je suis juste paranoïaque. La paranoïa vous garde en vie, dit Monique. Faites confiance à cet instinct. Le feu crépita, projetant des étincelles contre la grille. Dehors, le vent hurlait, un son qui rappela à Monique les cris de Gédéon cette première nuit. La nuit où tout a changé. Pourquoi ici ? Demanda doucement Monique. Pourquoi êtes-vous venu dans ces montagnes en particulier ? Manon resta silencieuse un long moment. Puis elle se leva, alla à son sac à dos et en sortit la photographie. Elle la ramena à la table et la posa entre elles. À cause de ça, dit-elle. Monique fixa la photographie. À la meilleure lumière de la pièce, elle pouvait voir des détails qu'elle avait manqués auparavant. La petite fille portait une salopette et avait des cheveux sombres en couette. Elle souriait, des dents de lait manquantes, âgée de 7 ou 8 ans. La femme à côté d'elle, ou ce qu'il en restait, avait une main sur l'épaule de la fille. Derrière elle, la maison était reconnaissable. Même poteau de Porsche,
même emplacement de fenêtre, même toit en lauze. C'est vous, dit Monique, désignant la petite fille. Oui. Et la femme ma mère. Sandrine. Le cœur de Monique manqua un battement. Le nom atterrit comme quelque chose de physique. Sandrine Roux. Manon leva vivement les yeux. Vous connaissez ce nom? Je l'ai peut-être entendu il y a longtemps. L'esprit de Monique tournait à plein régime. Pierre avait mentionné une Sandrine une fois, des années auparavant. Elle n'y avait pas prêté attention à l'époque, juste un nom dans une histoire qu'il racontait sur ses jours de piégeur. Mais maintenant, quand cette photo a-t-elle été prise? Demanda Monique. Je ne sais pas exactement. Je dirais vers la fin des années 90, d'après mon âge. Je ne me souviens pas qu'on l'ait prise. Je ne me souviens pas du tout d'avoir été ici. Où l'avez-vous eue? Dans les affaires de ma mère. Elle l'a gardée dans une boîte avec d'autres papiers importants. Mon acte de naissance, l'acte de décès de sa mère, quelques lettres. Après sa mort, j'ai tout fouillé. J'ai trouvé ça. Manon toucha le bord déchiré où le visage de la femme aurait dû se trouver. Elle a arraché son propre visage. Je ne sais pas pourquoi. Monique prit la photographie, la tint plus près de la lampe. Le porche derrière les sujets montrait des détails. Une paire de raquettes accrochées au mur, une pile de bois de chauffage, un fauteuil à bascule. Elle connaissait ces raquettes. Pierre les avait fabriquées lui-même. Elles étaient dans la remise en ce moment même. Ma mère m'a laissé une lettre, continua Manon, à ouvrir après sa mort. La plupart étaient des excuses, vous savez. Désolé de ne pas avoir été meilleure. Désolé pour les moments difficiles. Mais à la fin, elle a écrit quelque chose d'étrange. Elle fit une pause, comme si elle décidait de ce qu'elle pouvait partager. Elle a dit qu'il y avait une vérité que je devais savoir. Qu'elle avait fait des choix quand je suis né, des choix difficiles, et que peut-être ils étaient mauvais. Elle a dit que j'avais un père qui n'a jamais su que j'existais. Que c'était un homme bon, un homme gentil, et qu'il vivait quelque part dans les montagnes des Cévennes, près d'un endroit appelé Florac. Monique posa la photographie avec précaution. Ses mains n'étaient plus tout à fait stables. Ce n'est pas grand-chose pour commencer. C'est tout ce que j'avais. Alors j'ai commencé à chercher. Je cherche depuis 3 mois. Je suis allé à Florac, j'ai demandé si quelqu'un connaissait une Sandrine Roux à la fin des années 90. Personne ne s'en souvenait. Mais une vieille dame à la poste a mentionné un homme qui piégeait et guidait dans ces montagnes. Elle a dit qu'il aidait les gens parfois, les femmes en difficulté. Elle a dit qu'il était mort depuis 5 ans, mais que sa veuve vivait toujours dans la vieille maison. Pierre, dit doucement Monique. C'est ce qu'elle a dit. Pierre rêve. Alors je suis venu chercher. Il m'a fallu 2 jours pour trouver cet endroit. Je me suis perdu, je n'avais plus de nourriture, j'ai continué quand même parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. La voix de Manon était brute maintenant, épuisée. Je voulais juste savoir qui était mon père. Je voulais le trouver, le rencontrer, lui demander pourquoi il n'était jamais venu me chercher. Mais si c'est le bon endroit et que Pierre Rêve est le bon homme, alors j'ai 5 ans de retard. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Monique se sentit comme si elle avait reçu un coup de poing. Pierre, une fille. Ce n'était pas possible. Où l'était-ce? Elle repensa au début de leur relation. Pierre avait 42 ans quand ils s'étaient rencontrés, un homme avec un passé dont il ne parlait pas beaucoup. Il lui avait dit qu'il n'avait jamais été marié avant, qu'il n'avait jamais eu d'enfant. Elle l'avait cru. Elle n'avait aucune raison de ne pas le faire. Mais s'il y avait eu quelque chose qu'il ne lui avait pas dit? Une bonne action, une femme qui l'avait aidé et qui était tombée enceinte? Pierre était ce genre d'homme, protecteur, généreux à l'excès. Si une jeune femme s'était présentée, désespérée et enceinte, il l'aurait aidée sans poser de questions. Votre mère vous a-t-elle déjà dit le nom de votre père? Demanda Monique. Manon hocha la tête. C'est sur mon acte de naissance. Partiellement, en tout cas. Le papier a été abîmé par l'eau à un moment donné, mais je peux lire le prénom. Pierre. La pièce sembla basculer. Monique se leva brusquement, se dirigea vers la fenêtre, pressa son front contre la vitre froide. Dehors, la neige tombait encore, sans fin et silencieuse. Son souffle embua la vitre.
Pierre, une fille nommée Manon, une femme nommée Sandrine Roux. Elle se retourna. Je dois vous montrer quelque chose. Elle alla au coffre au pied du lit, celui qui contenait les affaires personnelles de Pierre. Elle l'avait à peine regardé depuis sa mort. C'était trop douloureux. Mais maintenant, elle l'ouvrit, souleva des vêtements pliés et de vieilles cartes jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Un paquet de lettres attachées avec une ficelle. Elle les avait trouvées des années plus tôt en faisant le ménage, les avait parcourues brièvement. Elles étaient anciennes, d'avant sa rencontre avec Pierre. Des lettres d'amour, avait-elle supposé, d'une femme de son passé. Elle avait ressenti une pointe de jalousie et les avait rangées. Le passé de Pierre était son passé. Elle ne les avait jamais regardées à nouveau. Maintenant, elle les apporta à la table et défit la ficelle. Ses mains tremblaient. Elle ouvrit la première lettre et lut la date. Avril 1993. L'écriture était soignée, féminine. Elle commençait par « Cher Pierre, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Vous m'avez sauvé la vie. Vraiment. » La gorge de Monique se serra. Elle ouvrit une autre lettre, datée de juin 1993. Celle-ci était plus longue, plus personnelle. L'auteur parlait de sa peur, du bébé qui grandissait en elle, de sa tentative de comprendre quoi faire. Elle remerciait Pierre à plusieurs reprises de lui avoir offert un refuge sûr, de ne pas la juger. Monique ouvrit une troisième lettre, datée de septembre 1993. Pierre, j'ai pris ma décision. Je garde le bébé. Je sais que vous pensez que l'adoption serait peut-être mieux, que je ne suis pas prête, mais je ne peux pas la laisser partir. C'est tout ce que j'ai. Merci de respecter cela, même si je sais que vous vous inquiétez. Vous avez été plus gentil avec moi que quiconque dans ma vie. Je ne vous oublierai jamais. Les lettres étaient toutes signées de la même manière. Avec gratitude et affection, Sandrine. Monique leva les yeux vers Manon, qui avait lu par-dessus son épaule. Le visage de la jeune femme était blanc, ses yeux écarquillés. Ma mère était ici, murmura Manon. Elle est restée ici avec Pierre. On dirait bien, parvint à dire Monique. Ce qui veut dire, Manon ne put finir la phrase. Monique la termina pour elle. Ce qui veut dire que Pierre était peut-être votre père. Les mots restèrent entre elles, énormes et impossibles. Monique crut qu'elle allait être malade. Pierre, une fille. Toutes ces années, et il n'avait jamais dit un mot. Mais peut-être qu'il ne savait pas. Les lettres suggéraient que Sandrine était partie avant la naissance du bébé. Peut-être qu'elle ne le lui avait jamais dit. Peut-être qu'il avait passé le reste de sa vie à se demander ce qui était advenu d'elle et de l'enfant. J'ai besoin d'air, dit brusquement Monique. Elle attrapa son manteau et sortit, laissant Manon à la table avec les lettres étalées devant elle. Le froid la frappa comme un mur. Elle marcha jusqu'au bord du porche, agrippa la rampe, essaya de respirer. La neige tombait sur ses cheveux, fondait contre son visage brûlant. Gédéon apparut à côté d'elle, appuya son poids contre sa jambe. Elle posa sa main sur sa tête et s'y accrocha. Pierre avait une fille. Peut-être, probablement. Le timing correspondait. Les lettres étaient claires. Et cette fille perdue, en quête, était venue ici chercher son père et n'avait trouvé que sa veuve. Monique pensa au bébé qu'elle avait perdu, aux enfants qu'elle n'avait jamais eus. La façon dont Pierre regardait les familles au village, avec ce désir silencieux qu'il essayait de cacher. Pendant tout ce temps, il y avait eu un enfant quelque part, son enfant. Grandissant sans lui, ne connaissant même pas son nom. L'injustice de la chose, le gâchis de la chose lui donnait envie de crier. Mais sous la colère et le choc, il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Car si Manon était la fille de Pierre, alors elle était quoi pour Monique? Sa belle-fille. Cela ne semblait pas juste. Pierre ne l'avait jamais connue. Mais quand même, une sorte de famille, une sorte de lien. Et Monique était seule depuis si longtemps. Elle repoussa cette pensée. C'était trop vite. Elle avait besoin de réfléchir, de comprendre ce que cela signifiait. Derrière elle, la porte de la maison s'ouvrit. Manon sortit, enveloppée dans une couverture. Son visage était strié de larmes. « Je suis désolée, dit Manon. Je ne voulais pas amener ça à votre porte. Je ne savais pas.
Je voulais juste le trouver. Ce n'est pas votre faute. Je peux partir. Quand la neige s'arrêtera, je partirai. Vous n'avez pas besoin de cette complication. Monique se tourna pour la regarder. La jeune femme tremblait de froid, ou d'émotion, ou des deux. Elle paraissait jeune soudain, et très seule, comme quelqu'un qui avait été seul toute sa vie et avait appris à ne rien attendre de différent. Vous n'allez nulle part pour l'instant, dit Monique. Pas avant qu'on ait tiré ça au clair. Tiré quoi au clair? Si vous êtes sa fille, si c'est réel. Monique prit une inspiration. Et si ça l'est, ce que ça signifie pour nous deux. Les yeux de Manon se remplirent à nouveau de larmes. Elle hocha la tête, incapable de parler. Elles restèrent ensemble sur le porche tandis que la neige tombait autour d'elles. Deux femmes liées par un fantôme, essayant de comprendre comment leur chagrin séparé les avait menées au même endroit isolé sur une montagne où le monde finissait et recommençait à chaque saison. Au cours des jours suivants, elles lurent ensemble les lettres de Sandrine. Il y en avait 17 au total, s'étalant d'avril à octobre 1993. Elle dépeignait une image que Monique n'avait jamais vue. Pierre avait 40 ans à l'époque, 12 ans avant que Monique ne le rencontre. Il vivait seul dans la maison, s'occupant de ses pièges et guidant occasionnellement des chasseurs. En avril de cette année-là, selon les lettres, une jeune femme s'était présentée à sa porte au milieu de la nuit. Elle avait 19 ans, était enceinte, et fuyait un petit ami violent. Elle n'avait nulle part où aller. Pierre l'avait accueillie. Les lettres étaient claires, il lui avait donné le lit, dormait par terre près du poêle. Il l'avait nourrie, l'avait gardée en sécurité, ne demandant rien en retour. Sandrine écrivait encore et encore sur sa gentillesse, comme si elle ne pouvait pas tout à fait y croire. À l'été, elle envisageait l'adoption. Elle avait écrit à des agences, recueilli des informations. Pierre l'avait conduite à des rendez-vous au village, l'avait aidée à trier les options. Les lettres de cette période étaient angoissées. Elle voulait garder le bébé mais ne savait pas comment elle s'en sortirait. Elle n'avait pas d'argent, pas de famille, pas de ressources. Puis, en septembre, son ton changea. Elle décida de garder l'enfant, une fille, comme l'avait montré l'échographie. Elle l'avait déjà nommée Manon. C'était le nom de sa grand-mère, écrivait-elle. Un nom fort pour une fille forte. La dernière lettre était datée du 15 octobre 1993. Sandrine partait. Elle remerciait Pierre une dernière fois, disait qu'elle n'oublierait jamais ce qu'il avait fait pour elle. Elle promettait de réécrire une fois installée, pour lui dire comment les choses s'étaient passées. Il n'y eut plus de lettre après celle-là. Elle ne l'a plus jamais contactée, dit doucement Manon. Elles étaient assises à la table, les lettres étalées entre elles. Il n'a jamais su si j'étais née, si elle allait bien. Rien. Elle a peut-être essayé, dit Monique. Le courrier se perd. Ou peut-être qu'elle avait peur. Si son ex la cherchait, peut-être qu'elle pensait que couper tous les liens était plus sûr. Mais elle a gardé la photo. Elle a gardé son nom sur mon acte de naissance. La voix de Manon se brisa. Elle devait tenir à lui. Monique tendit la main sur la table, serra la main de la jeune femme. Je pense que oui. Et je pense qu'il tenait à elle aussi. Pas de manière romantique, peut-être, mais il l'a aidée. Ça signifiait quelque chose pour Pierre. Il ne faisait pas les choses à moitié. Vous en a-t-il déjà parlé? Monique réfléchit. Une fois, peut-être deux. Il m'a parlé une fois d'une jeune femme qu'il avait aidée des années auparavant. Il a dit qu'il se demandait parfois ce qu'elle était devenue. Je n'ai pas insisté. Tout le monde a un passé. Pensez-vous qu'il voulait la retrouver? Honnêtement, je pense qu'il ne voulait pas s'imposer. Si elle l'avait voulu dans sa vie, elle l'aurait contacté. Pierre respectait les limites. Manon hocha la tête, essuyant ses yeux. J'aurais aimé le rencontrer, juste une fois. Il vous aurait aimé, dit Monique. Et elle le pensait. Pierre aurait été étonné, submergé, probablement terrifié, mais il aurait aimé cette fille instantanément, aurait passé le reste de sa vie à rattraper le temps perdu. La prise de conscience fit mal. 5 ans. Si Pierre avait vécu seulement 5 ans de plus, il aurait pu connaître sa fille. Cette nuit-là, après que Manon se soit endormie, Monique sortit d'autres affaires de Pierre, ses journaux. Il les tenait sporadiquement, juste des notes sur le temps et la faune, rien de personnel.
Mais elle en trouva un de 1994, l'année après le départ de Sandrine. Elle le feuilleta attentivement. La plupart des entrées étaient brèves, mais en mars 1994, elle trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. J'ai pensé à Sandrine aujourd'hui. J'espère qu'elle va bien. Elle est le bébé. J'aimerais savoir si c'est un garçon ou une fille. J'aimerais savoir s'ils sont en sécurité. Mais je l'ai laissé partir comme elle en avait besoin. Parfois, c'est tout ce qu'on peut faire pour quelqu'un. Leur donner l'espace de tracer leur propre chemin. Pourtant, je me demande. Je me demanderai probablement toujours. Monique referma le journal et resta assise dans l'obscurité, des larmes coulant sur son visage. Pierre avait porté cela toute sa vie, cette interrogation, ce non-savoir. Et maintenant, voici la réponse, 25 ans plus tard. Et il n'était pas là pour la voir. Elle entendit un mouvement derrière elle. Manon se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans des couvertures. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda Monique, essuyant rapidement son visage. « Non, trop de choses dans ma tête. » Manon s'approcha, s'assit. « Vous pleuriez ?»« Oui. »« À cause de moi ?»« Non. »« À cause de Pierre. »« Parce qu'il devrait être là pour ça. » Elles s'assirent ensemble à la lueur du feu. Dehors, le vent était tombé. La tempête passait. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Manon. « Allez-y. Pensez-vous qu'il aurait vraiment voulu me connaître ?» Monique se tourna pour la regarder. Pierre voulait des enfants plus que presque tout au monde. Nous ne pouvions pas en avoir, et ça lui a presque brisé le cœur. S'il avait su pour vous, su que vous existiez quelque part dans le monde, il aurait remué ciel et terre pour vous trouver. Alors pourquoi ma mère ne le lui a-t-elle pas dit? Je ne sais pas. La peur, peut-être. La fierté. Peut-être qu'elle pensait le protéger d'une obligation. Peut-être qu'elle pensait qu'il essaierait de vous prendre. Monique fit une pause. Votre mère était jeune, effrayée, ne réfléchissait probablement pas clairement. Elle a fait un choix. Ce n'était peut-être pas le bon, mais elle l'a fait. Elle a lutté toute sa vie. On joignait à peine les deux bouts. Si elle le lui avait dit, peut-être. La voix de Manon s'éteignit. Peut-être. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Et elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Vous avez dit vous-même qu'elle est devenue sobre pour vous. Vous a donné 5 bonnes années. Ça compte pour quelque chose. Manon hocha la tête, mais Monique pouvait voir le poids de tout cela sur elle. Tous les « et si », toutes les occasions manquées. Je dois vous montrer autre chose, dit Monique. Elle retourna au coffre, fouilla plus profondément cette fois. Tout au fond se trouvait une enveloppe qu'elle n'avait jamais ouverte. Elle portait son nom, écrit de la main de Pierre. Il l'avait laissée avec son testament, mais elle avait été trop accablée par le chagrin pour la lire à l'époque. Plus tard, elle l'avait oubliée. Elle l'ouvrit maintenant. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Monique, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Je suis désolé pour ça. Désolé de ne pas pouvoir être là pour vieillir avec toi comme nous l'avions prévu. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je veux que tu le saches. Mais je veux aussi que tu saches que si quelqu'un vient me chercher, quelqu'un qui dit être de ma famille ou lié à mon passé, je veux que tu l'aides si tu le peux. J'ai fait des erreurs, laissé des choses inachevées. S'il y a une chance de réparer quoi que ce soit après mon départ, je te fais confiance pour le faire. Tu as le plus grand cœur que j'ai jamais connu. Ne le ferme pas juste parce que je ne suis plus là. Je t'aime, Pierre. Les mains de Monique tremblaient. Elle passa la lettre à Manon, qui la lut lentement. Il savait, murmura Manon. D'une manière ou d'une autre, il savait que quelqu'un pourrait venir. Ou il l'espérait, dit Monique. Pierre a toujours espéré. Elles restèrent assises là tandis que le feu se consumait en braise. Toutes deux tenant des morceaux d'un homme parti depuis 5 ans, mais dont la présence remplissait encore la maison comme de la fumée. Finalement, Manon parla. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Maintenant, dit Monique, nous trouvons un moyen de prouver cela. Vous avez besoin de quelque chose de plus solide que des lettres et une photo. Vous avez besoin de certitude. Comment? Un test ADN.
Il y a des laboratoires qui peuvent le faire. Il nous faudrait quelque chose de Pierre avec son ADN. Des cheveux, peut-être. Où? Elle s'arrêta. Il est enterré à Florac. Si nous le devions, nous pourrions obtenir une ordonnance du tribunal pour... Non. La voix de Manon était ferme. Je ne vais pas déranger sa tombe. Je n'ai pas besoin de preuves à ce point. Monique l'étudia. Vous êtes sûr? Sûr. Je crois aux lettres. Je crois à la chronologie. Je crois que je suis sa fille. C'est suffisant. D'accord, dit Monique. Alors nous acceptons cela comme une vérité et nous avançons. Avancer comment? Monique prit une inspiration. Vous êtes sa fille. Cela fait de vous sa famille. Ma famille maintenant, aussi étrange que cela puisse paraître. Alors, vous restez aussi longtemps que nécessaire. Nous réglons la situation avec Nicolas. Nous construisons quelque chose ici, ensemble. Manon la fixa. Vous êtes sérieuse. Je ne dis pas des choses que je ne pense pas. Mais vous ne me connaissez même pas. Je suis une étrangère qui est arrivée à moitié morte. Je n'ai apporté que des ennuis. Vous vous êtes apporté vous-même, dit Monique. Et vous êtes la fille de Pierre. Ce n'est pas rien. C'est tout. Des larmes coulèrent sur le visage de Manon. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Restez. Soyez là. C'est assez. Elles s'étreignirent alors, maladroitement au début, puis plus fort. Deux femmes qui avaient tout perdu, apprenant à s'accrocher à quelque chose de nouveau. Gédéon, qui était couché près du poêle, se leva et vint vers elle. Il poussa sa tête massive entre elles, les forçant à l'inclure. Elles rirent à travers leurs larmes, lui grattant les oreilles. Tous les trois liés ensemble maintenant, d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Dehors, la tempête était passée. Les étoiles apparurent, brillantes et froides. La montagne s'installa dans le silence, et à l'intérieur de la maison, quelque chose qui était brisé depuis très longtemps commença, lentement, à se réparer. Le matin apporta un ciel clair et un froid mordant. La neige avait cessé, laissant près de 60 cm d'accumulation fraîche. Monique se leva tôt, raviva le feu et mit le café à chauffer. Manon sortit de la mezzanine où elle avait dormi, se déplaçant plus facilement maintenant. Sa couleur était revenue. Elle avait l'air plus forte. La route devrait être praticable dans un jour ou deux, dit Monique, si vous avez besoin de descendre au village pour quoi que ce soit. Manon se versa du café, enroula ses deux mains autour de la tasse. J'y pensais, à ce qui vient après. Je veux rester, mais Nicolas est toujours là. Je dois régler ça d'une manière ou d'une autre. Vous pourriez aller à la gendarmerie. Et leur dire quoi? Que l'ex-petit ami de ma mère me menace. Il ne m'a encore rien fait, juste des sous-entendus, des menaces. Ils ne peuvent pas l'arrêter pour ça. Monique hocha la tête. Elle savait comment ces choses fonctionnaient. La loi ne pouvait pas agir avant que la violence n'ait eu lieu. Alors quoi? Je ne sais pas. Peut-être que je me cache ici assez longtemps pour qu'il abandonne. Peut-être que je sors suffisamment de son radar pour qu'il trouve quelqu'un d'autre à obséder. Manon n'avait pas l'air convaincue. Ou peut-être qu'il me suit jusqu'ici et que je dois y faire face directement. S'il vient ici, nous y ferons face ensemble, dit Monique. Vous n'êtes plus seul. Manon la regarda un long moment. Vous feriez vraiment ça? Vous tenir à mes côtés contre lui? Vous êtes de la famille maintenant. C'est ce que fait la famille. Quelque chose changea dans l'expression de Manon, comme si elles s'étaient tenues ensemble par pure volonté et pouvaient enfin lâcher un peu de lest. Merci, dit-elle doucement. Elles passèrent la matinée à accomplir ensemble les routines quotidiennes de la maison. Monique montra à Manon comment entretenir correctement les pièges, comment lire les traces d'animaux, comment identifier les plantes comestibles, même sous la neige. Manon absorba tout avec une concentration intense, posant des questions, prenant des notes mentales. Vous apprenez vite, observa Monique. J'ai dû. Quand on déménage beaucoup, on apprend à s'adapter vite ou on ne survit pas. Elles vérifièrent ensemble la ligne de piège. 2 lapins cette fois. Monique montra à Manon comment les dépecer efficacement, comment préserver la peau, comment préparer la viande. Manon ne broncha pas devant le sang.
Elle travaillait avec des mains sûres. Votre mère vous a appris à chasser? Demanda Monique. Non, j'ai appris ça en foyer d'accueil. Un de mes placements était dans une famille qui vivait à la campagne. Ils m'ont appris à pêcher, à piéger, à dépecer. J'étais doué pour ça. Ils voulaient me garder, en fait, mais l'aide sociale à l'enfance m'a déplacé quand même. Je me suis toujours demandé ce qui se serait passé si j'étais resté. Vous auriez appris cette vie plus tôt. Peut-être. Ou peut-être que je n'aurais pas été avec ma mère ces dernières années. Je ne regrette pas ça, même si c'était dur. De retour à la maison, elles préparèrent la viande ensemble. Monique montra à Manon son fumoir dans la remise, lui expliqua comment elle conservait la nourriture pour l'hiver. C'était un travail agréable, facile. Pendant le déjeuner, Manon sortit de son sac à dos un document abîmé par l'eau. Elle le déplia avec précaution sur la table. « Mon acte de naissance, dit-elle. Je voulais que vous le voyiez. » Monique l'examina de près. Le papier était vieux, taché, mais lisible. Manon Marie Roux, née le 23 octobre 1993. Mère, Sandrine Rutreau. Père, le nom était partiellement effacé par l'eau, mais Monique pouvait distinguer Pierre et ce qui ressemblait à un D ou un R. La date correspondait. Octobre 1993. La dernière lettre de Sandrine était datée du 15 octobre, 8 jours avant. Elle a dû écrire cette lettre juste avant d'accoucher, dit doucement Monique, et ne l'a plus jamais contactée. Pourquoi? Monique traça la date du doigt. Elle pensa à Sandrine, 19 ans, seule avec un nouveau-né. Peut-être qu'elle avait l'intention de le faire et n'en a jamais eu l'occasion. La vie avec un bébé est écrasante. Ou peut-être que son ex l'a retrouvée et qu'elle a dû disparaître complètement. Ou peut-être qu'elle a décidé que Pierre en avait fait assez, qu'elle ne pouvait pas en demander plus. Mais il aurait aidé. Vous l'avez dit vous-même. Je sais. Mais elle ne le savait pas. Pas avec certitude. Et le contacter signifiait un risque pour elle, pour vous. Peut-être pour lui aussi, si son ex était dangereux. Manon replia soigneusement l'acte de naissance. J'ai passé toute mon enfance en colère contre mon père pour ne pas avoir été là. Je pensais qu'il nous avait abandonnés. Il s'avère qu'il n'a jamais su que nous existions. C'est beaucoup à porter. Oui. Manon resta silencieuse un moment. Est-ce que ça vous dérange que Pierre ait eu toute cette partie de sa vie dont il ne vous a jamais parlé? Monique considéra la question honnêtement. Ça me dérange qu'il n'ait pas su. Qu'il vous ait manqué. Mais je ne suis pas en colère contre lui. Il a aidé quelqu'un qui en avait besoin. C'est ce qu'il était. Et je ne suis pas non plus en colère contre Sandrine. Elle faisait ce qu'elle pensait être juste. Et moi? Est-ce que ça vous dérange que j'existe? Non, dit fermement Monique. Pas le moins du monde. Cet après-midi-là, alors que Manon était dehors avec Gédéon, Monique fouilla de nouveau dans les affaires de Pierre. Elle trouva son vieux journal de 2015, l'année de sa mort. Les entrées étaient rares. Mais en janvier, quelques semaines avant son décès, il avait écrit quelque chose. Je vieillis. Je le sens plus cet hiver. J'ai pensé au regret. Pas beaucoup, à vrai dire. La vie avec Monique a été bonne. Meilleure que je ne le méritais. Mais je pense encore à Sandrine parfois. Je me demande ce qu'est devenu le bébé. Il aurait 21 ans maintenant. 22. Un adulte vivant sa propre vie quelque part. J'espère qu'ils sont heureux. J'espère que Sandrine a trouvé la paix. Peut-être que dans une autre vie, j'aurais eu la chance de les connaître. Mais dans cette vie, j'ai fait mes choix et ils ont fait les leurs. C'est bien comme ça. Il le faut. Monique referma le journal et le pressa contre sa poitrine. Pierre avait porté cela toute sa vie. Cette interrogation, ce deuil silencieux pour un enfant qu'il n'avait jamais connu. Je l'ai trouvé, murmura Monique à son fantôme. Elle est là et elle est merveilleuse. J'aimerais que tu puisses la voir. Elle sentit alors le poids de son absence, plus aigu qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il devrait être là. Il devrait rencontrer sa fille, rattraper le temps perdu, construire la relation qu'il avait manquée. Au lieu de cela, Monique le faisait pour lui, était sa remplaçante, essayant de donner à Manon ce que Pierre lui aurait donné. C'était à la fois lourd et juste.
Quand Manon rentra, les joues rouges de froid, Monique était au poêle en train de préparer le dîner. Un ragoût de chevreuil avec des légumes secs et des herbes. Ça sent bon, dit Manon. La recette de Pierre. Il était meilleur cuisinier que moi. Elles mangèrent ensemble alors que la nuit tombait. La maison était chaude, le ragoût réconfortant. Gédéon était couché entre leurs chaises, content. C'était domestique, normal, comme si les choses avaient toujours été ainsi. Monique, dit soudain Manon, je peux vous demander quelque chose? Toujours. Si nous sommes une famille maintenant, qu'est-ce que ça fait de vous pour moi? Techniquement, je veux dire. Monique y réfléchit. Techniquement, belle-mère, je suppose. Bien que ça semble étrange puisque Pierre ne vous a jamais connu et que vous ne l'avez jamais connu. C'est vrai que ça semble étrange. Manon fit une pause. Mais aussi juste, d'une certaine manière. Comme si c'était ce qui devait arriver, juste avec 25 ans de retard. Peut-être bien. Alors, Manon hésita, puis se lança. Seriez-vous d'accord pour que je vous appelle ma famille? Pas maman, nécessairement, mais, famille, termina Monique. Oui, je serais d'accord avec ça. Plus que d'accord. Le sourire de Manon était éclatant, authentique. Bien. Parce que je n'ai jamais vraiment eu ça avant. Une famille qui m'a choisi. Eh bien, vous l'avez maintenant. Elles finirent de dîner dans un silence confortable. Ensuite, Manon aida à faire la vaisselle, et elles s'assirent près du feu pour jouer aux cartes avec un jeu si vieux que les chiffres étaient effacés sur la moitié des cartes. Elles devaient se souvenir de ce qu'elles étaient par le motif au dos. On devrait aller sur la tombe de Pierre, dit soudain Manon. Une fois que la route sera dégagée. Je veux le rencontrer correctement. Lui dire que je suis là. Monique sentit sa gorge se serrer. Il aimerait ça. Viendrez-vous avec moi? Bien sûr. Dehors, Gédéon se mit à faire les 100 pas. Il se dirigea vers la porte, gémit, retourna à la fenêtre. Monique l'observa, inquiète. Il ne s'était pas comporté ainsi depuis la nuit où il avait trouvé Manon. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Demanda Manon. Je ne sais pas. Monique alla à la fenêtre, regarda dans l'obscurité. La lune était brillante, illuminant le paysage enneigé. Elle ne voyait rien d'inhabituel, mais les poils de Gédéon étaient hérissés. Il y a quelque chose dehors, dit-elle. Un animal? Peut-être. Ou peut-être autre chose. Elles restèrent toutes les deux à la fenêtre, observant la lisière de la forêt. Gédéon gronda sourdement dans sa poitrine, puis elles le virent. Un bref éclair de phare loin en contrebas de la montagne, se déplaçant lentement sur la route d'accès. Quelqu'un venait. Les phares disparurent derrière un virage de la route. L'esprit de Monique s'emballa. Personne ne montait ici en hiver, sauf elle, et elle n'attendait personne. Le gendarme n'aurait pas fait le trajet sans prévenir. Ce n'est peut-être rien, dit-elle, sans y croire. Peut-être quelqu'un de perdu qui cherche de l'aide. Le visage de Manon était devenu blanc. Ou ça pourrait être Nicolas. Comment vous aurait-il trouvé ici? Je ne sais pas, mais il est ingénieux et obsédé. Les mains de Manon tremblaient. On devrait se préparer, au cas où. Monique hocha la tête. Elle se déplaça rapidement, prit le fusil de Pierre dans le coin, vérifia qu'il était chargé. Elle tendit à Manon le fusil de chasse qui se trouvait au-dessus de la porte. Vous savez comment l'utiliser? Viser et tirer, c'est ça? Plus ou moins. Monique lui montra rapidement. La sécurité, comment le pomper, comment se préparer au recul. Espérons que vous n'en aurez pas besoin. Elles éteignirent les lumières intérieures, prirent position là où elles pouvaient voir la route d'accès. Gédéon se tenait à la porte, rigide, alerte. Les minutes s'étirèrent. Puis les phares réapparurent, plus proches maintenant, peut-être à un demi-kilomètre. Un pick-up se déplaçant lentement dans la neige. Ce n'est peut-être pas lui, murmura Manon, mais sa voix ne portait aucune conviction. Le véhicule s'arrêta à environ 50 mètres de la maison, le moteur se tut. Les phares s'éteignirent. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis une portière s'ouvrit et se referma. Une silhouette s'approcha à pied, se déplaçant avec précaution dans la neige profonde. Pas une grande silhouette, trop petite pour un homme.
La confusion de Monique s'intensifia. La silhouette atteignit le bord de la lumière du porche et s'arrêta. Une voix de femme appela, incertaine et effrayée. « Bonjour ? Il y a quelqu'un ? J'ai besoin d'aide. » Monique et Manon échangèrent un regard. Monique se dirigea vers la porte, le fusil prêt mais non pointé. Elle l'entr'ouvrit. « Qui êtes-vous » La femme s'approcha. Elle était jeune, peut-être 30 ans, portant des vêtements inadaptés au temps. Son visage était tuméfié, un œil enflé et fermé. Elle pleurait. « S'il vous plaît, dit-elle. Je suis perdue. Mon téléphone est mort. Je conduis depuis des heures et je ne sais pas où je suis. » Quelque chose n'allait pas. Les instincts de Monique hurlaient, mais elle ne pouvait pas tourner le dos à quelqu'un qui semblait si désespéré. Elle ouvrit la porte plus largement. Montée sur le porche, lentement. La femme monta les marches, se déplaçant avec raideur. Alors qu'elle atteignait le porche, Gédéon bondit en avant avec un grognement qui figea tout le monde. Il se plaça entre la femme et la porte, les crocs découverts. « Gédéon, couchez !» ordonna Monique. Le loup ne bougea pas. C'est alors que Monique le remarqua. Les bottes de la femme, chères, à peine usées, pas mouillées malgré la marche dans 60 centimètres de neige. Et ses mains, quand elle les leva dans un geste suppliant vers le loup, Monique vit qu'elles étaient lisses, sans callosité, pas les mains de quelqu'un qui avait conduit pendant des heures dans des conditions hivernales. « Qui vous envoie » demanda doucement Monique. Le visage de la femme changea. La peur disparut, remplacée par quelque chose de calculateur. « Écoutez, je suis juste censé confirmer qu'elle est là. C'est tout. Juste confirmer. Passer un appel et partir. Personne ne doit être blessé. » Nicolas vous a envoyé, dit Manon de derrière Monique. Il me paie bien. Il veut juste vous parler, c'est tout. Il a dit que vous l'aviez volé. Il a dit que vous étiez sa petite amie et que vous vous étiez enfui. Je ne suis pas sa petite amie. Je ne suis rien pour lui. La femme haussa les épaules. Ce ne sont pas mes affaires. J'ai juste besoin de passer un appel. Lui dire que vous êtes là. Puis je pars. Non, dit Monique. Vous partez maintenant, et vous dites à Nicolas Caron que s'il s'approche de cette maison, il le regrettera. Je ne peux pas rentrer les mains vides. Il va. La femme s'arrêta, la peur revenant sur son visage. Une vraie peur cette fois. Il me fera du mal si je ne livre pas la marchandise. Monique ressentit une pointe de sympathie, mais elle ne pouvait pas se le permettre. Alors vous lui dites qu'elle n'est pas là. Dites-lui que vous avez vérifié et n'avez rien trouvé. Ça vous donnera le temps de vous éloigner de lui. Il saura que je mens. C'est votre problème. Maintenant, partez. La femme hésita, puis hocha la tête. Elle recula lentement, gardant les yeux sur Gédéon, qui suivait chacun de ses mouvements. Elle redescendit les marches et disparut dans l'obscurité. Une minute plus tard, le moteur du camion démarra. Les phares s'allumèrent. Le camion fit demi-tour avec difficulté et commença le lent voyage de retour vers la vallée. Monique ferma et verrouilla la porte. Son cœur battait la chamade. Il sait, dit Manon. Nicolas sait que je suis là. Cette femme m'a vu. Peut-être. Ou peut-être qu'elle suivra mon conseil et mentira. Monique n'y croyait pas non plus. Elles restèrent dans l'obscurité, les armes toujours à la main, tandis que Gédéon faisait les 100 pas et gémissait. Après 20 minutes, Monique parla. Nous devons fouiller la propriété, nous assurer qu'elle était seule. Elles s'emmitouflèrent et sortirent avec des lampes de poche. Gédéon partit en avant, vérifiant le périmètre. Elles trouvèrent les traces de la femme. Elle était venue tout droit du camion à la maison, n'avait pas tourné autour. Mais près de la remise, Gédéon s'arrêta et commença à creuser frénétiquement dans la neige. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Monique s'approcha avec la lampe de poche. Il avait découvert quelque chose de métallique. Elle balaya plus de neige et trouva le coin d'une boîte enterrée. Il leur fallut être deux pour la déterrer complètement. La boîte était vieille, abîmée par le temps, fermée par un cadenas rouillé. Monique la reconnut. Pierre l'avait enterrée des années auparavant, disant que c'était des provisions d'urgence. Elle l'avait oublié. Elle fit sauter le cadenas avec son fusil.
À l'intérieur de la boîte se trouvait un conteneur étanche. À l'intérieur de celui-ci, d'autres lettres, des photos qu'elle n'avait jamais vues, et des documents juridiques. Ses mains tremblaient en les sortant. La photo montrait Sandrine, plus jeune que sur la photo de Manon, visiblement enceinte. Elle se tenait sur ce même porche. Pierre était à côté d'elle sur une photo, sa main sur son épaule, protectrice. Il avait l'air heureux. Monique n'avait jamais vu cette expression particulière sur son visage. Les lettres étaient différentes de celles qu'elles avaient déjà trouvées. C'étaient des brouillons, non envoyés, écrits de la main de Pierre. Des lettres à Sandrine qu'il n'avait jamais postées. Elles s'étendaient sur des pages, demandant comment elle allait, si le bébé était né, s'ils avaient besoin de quelque chose. S'excusant de ne pas pouvoir la trouver, disant qu'il avait essayé mais s'était heurté à des impasses, disant qu'il espérait qu'elle comprenait qu'il respecterait son choix de disparaître, mais que sa porte était toujours ouverte. Le dernier objet dans la boîte était un formulaire d'adoption, partiellement rempli. Il montrait les informations de Sandrine, une date de naissance en octobre 1993, et le nom de Pierre listé comme père biologique. Mais il n'avait jamais été finalisé. Une note y était agrafée, de l'écriture de Sandrine. Pierre, j'ai changé d'avis. Je la garde. Je suis désolé de ne pas pouvoir te le dire en personne. Je suis désolé pour tout, mais merci pour tout. S. Manon lisait par-dessus l'épaule de Monique, des larmes coulant sur son visage. Elle a essayé de le lui dire. Elle a laissé ça ici. Mais il ne l'a jamais trouvé. Il n'a jamais su, dit Monique. Gédéon gémit et gratta la boîte. Monique se pencha pour le réconforter et sentit quelque chose sous son épaisse fourrure, un collier caché sous ses poils rudes. Elle ne l'avait jamais remarqué auparavant. Elle le dégagea et le tint à la lumière de la lampe de poche. C'était du cuir, vieux, avec une plaque de métal attachée. Gravé sur la plaque se trouvaient des coordonnées et un seul nom. Sandrine. Tout s'arrêta. Monique fixa le collier, son esprit s'emballant. Gédéon, murmura-t-elle. Tu n'étais pas le loup de Pierre. Tu étais le sien. Manon prit le collier, l'examina. Ma mère avait un chien quand j'étais petite. Je m'en souviens à peine. Noir, dit-elle. Elle l'appelait son gardien. Quand elle est tombée malade, elle a dit qu'elle lui avait trouvé un foyer dans les montagnes. Je pensais qu'elle voulait dire qu'elle l'avait donné, mais, elle l'a envoyé ici, termina Monique. D'une manière ou d'une autre, elle l'a envoyé ici pour trouver Pierre, ou pour trouver la maison. Pour attendre. Le loup les regarda toutes les deux, ses yeux ambrés reflétant le faisceau de la lampe de poche. Il avait attendu pendant 5 ans. Il avait attendu. Et quand Manon est enfin arrivée, il a dû le savoir. Il avait appelé à travers la nuit pour réveiller Monique, pour l'amener à la clôture où Manon s'était effondrée. Il l'avait protégée tout ce temps. Cette fille de la femme qui l'avait sauvée. Mais comment? Demanda Manon. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Monique regarda les coordonnées sur la plaque du collier. Elle connaissait ces coordonnées. Elle marquait exactement cette maison. Sandrine l'avait marquée avec l'emplacement avant de le relâcher. Elle était mourante, dit doucement Monique. Elle savait qu'elle allait mourir. Et elle savait que tu serais seule. Alors elle a envoyé son chien. Non, ton chien. Au seul endroit où elle pensait qu'il pourrait y avoir de l'aide, la maison de Pierre. Elle a donné à Gédéon les coordonnées et a fait confiance qu'il trouverait son chemin. Mais Pierre était déjà mort quand Gédéon est arrivé. Elle ne le savait pas. Elle avait perdu le contact il y a des années. Pour tout ce qu'elle savait, Pierre était toujours là, toujours en vie. La gorge de Monique se serra. Elle essayait de te protéger de la seule manière qui lui restait. Manon s'effondra dans la neige, ses épaules secouées de sanglots. Elle a fait tout ça. A mis tout ça en mouvement. A envoyé Gédéon ici pour trouver mon père. Pour le ramener à moi, ou m'amener à lui. Elle a tout planifié. Et ça a marché, dit Monique. Peut-être pas comme elle l'imaginait, mais ça a marché. Tu as trouvé la maison de ton père. Tu m'as trouvé. Et Gédéon t'a gardé en sécurité tout ce temps. Le loup poussa sa tête contre l'épaule de Manon. Elle enroula ses bras autour de lui et sanglota dans sa fourrure. Monique s'agenouilla à côté d'eux, une main sur le dos de Manon, une main sur la tête massive de Gédéon.
3 êtres connectés par une femme qui les avait tous assez aimés pour orchestrer cette réunion impossible depuis l'au-delà. On devrait rentrer, dit finalement Monique. On s'occupera de Nicolas demain. Ce soir, on honore ce que ta mère a fait, ce qu'elle nous a donné. Elles rassemblèrent la boîte et son contenu et retournèrent à la maison. Gédéon resta près de Manon, là où il avait toujours été censé être. À l'intérieur, elles étalèrent tout sur la table. Toutes les lettres, toutes les photos, toute l'histoire cachée. Elle l'aimait, dit Manon, regardant les photos de Pierre et Sandrine ensemble. Regarde comment elle le regarde. Et il tenait à elle, ajouta Monique. C'est clair aussi. Penses-tu que si les choses avaient été différentes, si elle lui avait parlé de moi, ils auraient fini ensemble? Monique y réfléchit attentivement. Je ne sais pas. Peut-être. Mais je ne pense pas que c'était ce que Sandrine voulait. Je pense qu'elle voulait la sécurité et la gentillesse, et Pierre lui a donné ça. Puis elle a voulu tracer sa propre voie, et il lui a donné ça aussi. Leur histoire n'était pas une histoire d'amour. C'était autre chose. Quelque chose de tout aussi important. Un sauvetage, dit doucement Manon. Un sauvetage qui est devenu une famille. Il a juste fallu 25 ans pour que ça se termine. Elles restèrent assises ensemble jusqu'aux petites heures du matin, lisant chaque lettre, étudiant chaque photo, reconstituant l'histoire de 2 personnes qui s'étaient croisées brièvement mais avaient laissé des ondes qui se propageaient encore. Et au centre de tout cela se trouvait Gédéon, le gardien qui avait comblé la distance impossible entre le passé et le présent, la perte et la découverte, la solitude et l'amour. Dehors, la nuit s'approfondissait. La montagne gardait son silence, et quelque part en bas, un homme nommé Nicolas Caron décidait s'il devait venir chercher ce qu'il pensait lui appartenir. Mais ici, dans une maison au bout du monde, 3 survivants apprenaient que la famille n'était pas quelque chose dans lequel on essaie. C'était quelque chose qu'on construisait avec les morceaux qu'on vous donnait, peu importe à quel point ils semblaient brisés au début. Le matin apporta un appel téléphonique. Le téléphone fixe de Monique, un vieux téléphone à cadran que Pierre avait insisté pour garder, sonna après l'aube. Elle répondit avec lassitude. Madame Rêve? La voix était masculine, inconnue. C'est André Mercier, de la coopérative agricole à Florac. Il y a un homme ici qui pose des questions sur vous. J'ai pensé que vous voudriez savoir. L'estomac de Monique se noie. Quel genre de questions? Si vous vivez seul, comment arriver chez vous, si vous avez eu des visiteurs récemment? Il montre la photo d'une jeune femme. André fit une pause. Je lui ai dit que je ne savais rien. La plupart des gens ici font de même. Mais il est persistant et il n'a pas l'air du genre à abandonner facilement. À quoi ressemble-t-il? Un grand type, peut-être un M90, 100 kilos, crâne rasé, bouc, des tatouages sur le cou. Il conduit un pick-up noir avec des plaques de Bretagne. Nicolas. Monique sentit un froid la parcourir. Quand était-il là? Il y a environ 1 heure. Je suppose qu'il fait le tour du village, parlant à tout le monde. Quelqu'un finira bien par lui dire quelque chose. Merci pour l'avertissement, André. Vous voulez que j'appelle le capitaine Duval? Pas encore. Mais si ce type revient poser d'autres questions, oui, prévenez-le. Elle raccrocha et se tourna pour trouver Manon debout derrière elle, le visage pâle. Elle en avait assez entendu. Il est là, dit Manon. À Florac. Oui. Monique se dirigea vers la fenêtre, regarda la route de montagne. Dégagée pour l'instant. André a dit qu'il posait des questions en ville. Il finira par trouver l'endroit. Quelqu'un le lui dira, soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils en ont marre de ces questions. Combien de temps avons-nous? S'il obtient les indications aujourd'hui, il pourrait être là ce soir. La route est praticable maintenant. Manon s'assit lourdement à la table. Je devrais partir. L'éloigner d'ici. Loin de vous. Non, dit fermement Monique. Nous en avons parlé. Vous ne fuyez plus. Pas seul. Mais il viendra ici. Il amènera la violence avec lui. Alors nous serons prêtes pour la violence. Monique, vous ne comprenez pas. Il est dangereux. Vous l'avez dit. Mais je le suis aussi quand il le faut. Et c'est ma terre. Je la connais par cœur. Ça nous donne l'avantage.
Manon la regarda un long moment. Vous êtes sérieuse? Vous allez vraiment vous tenir à mes côtés contre lui? Je ne le laisserai pas vous prendre. Vous êtes de la famille. Vous êtes la fille de Pierre. Ça signifie quelque chose. Ça pourrait vous faire tuer. Alors c'est une bonne façon de mourir. Monique tira une chaise, s'assit en face de Manon. Écoutez-moi. J'ai 63 ans. J'ai vécu seule sur cette montagne pendant 5 ans. Principalement contente, mais surtout seule. Puis vous êtes arrivée et tout a changé. J'ai découvert que Pierre avait une fille. J'ai découvert qu'il y avait encore de la famille dans ce monde pour moi. Je ne vais pas abandonner ça sans me battre. Comprenez-vous? Les yeux de Manon se remplirent de larmes. Je comprends. Bien. Maintenant, aidez-moi à nous préparer. Elles passèrent la journée à transformer la maison en une position défendable. Monique connaissait la réalité de leur situation. Si Nicolas venait avec plusieurs personnes ou des armes lourdes, elle serait en difficulté. Mais s'il venait seul, comme son comportement le suggérait, elles avaient une chance. D'abord, elles firent l'inventaire des armes. Le fusil de Pierre, entièrement chargé. Le fusil de chasse. Le vieux revolver de Monique, un .357 qu'elle gardait pour les urgences. Des munitions pour toutes. Pas un arsenal, mais assez. Deuxièmement, elles renforcèrent les points d'entrée. Monique sortit les lourds volets en bois que Pierre avait construits pour les fenêtres, les installa de l'intérieur. Il n'arrêterait pas les balles, mais il ralentirait une entrée et rendrait plus difficile de voir à l'intérieur. Elle montra à Manon comment barricader la porte avec la grosse poutre en chêne conçue à cet effet. Troisièmement, elles établirent des positions défensives. La maison était petite, mais l'agencement offrait des avantages. Des fenêtres sur les 4 côtés signifiaient qu'elles pouvaient surveiller les approches sous plusieurs angles. La mezzanine offrait une position surélevée. Les meubles, solides et lourds, pouvaient servir de couverture. Quatrièmement, elles planifièrent des voies de fuite. Si les choses tournaient vraiment mal, elles devraient courir. Monique montra à Manon le sentier arrière qui menait plus profondément dans les montagnes. Difficile en hiver, mais navigable si nécessaire. Elles préparèrent des sacs d'urgence aux nourritures, eau, matériel pour allumer le feu, trousses de premiers secours et les cachèrent dans la remise. Si je vous dis de courir, vous courez, dit Monique, sans hésiter. Vous prenez Gédéon et vous suivez ce sentier jusqu'à l'abri supérieur. C'est un ancien poste de garde forestier, abandonné, mais étanche. Vous pouvez y survivre pendant des jours si nécessaire. Et vous? Je serai juste derrière vous. Promis? Monique hésita, puis hocha la tête. Promis. C'était un mensonge. Si la situation l'exigeait, elle resterait pour donner à Manon le temps de s'échapper. Mais la jeune femme n'avait pas besoin de le savoir pour l'instant. Elles s'entraînèrent à charger et recharger les armes jusqu'à ce que Manon puisse le faire sans heurts, même avec des mains tremblantes. Elles répétèrent les communications, les signaux manuels, les mots de code, les moyens de se coordonner si elles étaient séparées. Monique avait l'impression de se préparer à la guerre, ce qui n'était pas loin de la vérité. Dans l'après-midi, elles appelèrent le capitaine Duval. Monique expliqua la situation sans mentionner le nom de Manon, juste qu'un homme potentiellement dangereux cherchait quelqu'un dans la région, qu'il avait posé des questions en ville, qu'elle voulait que ce soit consigné au cas où quelque chose arriverait. « Vous voulez que je monte ?» demanda Duval. « Pas encore. Je voulais juste que vous soyez au courant. Si nous avons besoin de vous, nous appellerons. Mais il y a 90 minutes de route de la villa ici. Nous devrons peut-être nous en occuper nous-mêmes d'abord. Vous êtes armés? Oui. Vous savez utiliser ces armes? Oui. D'accord. Gardez votre téléphone à portée de main. Le moindre problème, vous appelez immédiatement. Et Monique, ne faites rien de stupide. Votre Pierre ne voudrait pas que vous soyez blessé pour le problème d'une étrangère. Notez, dit Monique, et elle raccrocha avant qu'il ne puisse insister pour plus de détails. Le soir arriva. Elles préparèrent le dîner ensemble. Chevreuil et pommes de terre, simple et nourrissant. Aucune d'elles n'avait beaucoup d'appétit, mais elles mangèrent quand même. Elles auraient besoin de leur force. Après le dîner, Manon sortit la photo d'elle plus jeune avec Sandrine. Elle la fixa longuement.
J'aimerais qu'elle soit là, dit doucement Manon. Elle saurait quoi faire. Elle savait toujours comment gérer Nicolas quand il devenait comme ça. Comme quoi? Obsédé, possessif. Elle saurait comment le calmer, ou quand fuir, ou... Sa voix se brisa. Je ne sais pas. Elle trouvait toujours une solution. Monique tendit la main sur la table, couvrit la main de Manon de la sienne. Vous avez ses instincts. Vous avez survécu 3 mois seul. Vous l'avez devancé. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas rien. J'ai peur. C'est bien. La peur vous garde alerte. Ne la laissez simplement pas vous paralyser. Alors que la nuit tombait, elles prirent leur position. Monique à la fenêtre avant avec le fusil. Manon à la fenêtre latérale avec le fusil de chasse. Gédéon rôdant entre elles, agité et alerte. Les lumières de la maison étaient éteintes. Le feu brûlait bas. Elles attendirent. 21 heures passèrent. Puis 22 heures. La montagne était silencieuse, à l'exception du vent dans les arbres et du craquement occasionnel de la glace. À 22h30, les oreilles de Gédéon se dressèrent. Il se dirigea vers la porte, les poils hérissés, un grognement sourd montant dans sa poitrine. « Il est là », murmura Monique. Elles restèrent absolument immobiles, écoutant. Au début, rien. Puis, faible au loin, le son d'un moteur. Des phares apparurent loin sur la route d'accès, montant lentement dans la neige. « Position », dit Monique. Manon se déplaça vers sa fenêtre assignée. Monique resta à l'avant. Elles regardèrent les lumières s'approcher, devenant plus vives. Le véhicule, certainement un pick-up, s'arrêta à environ 100 mètres, juste visible au clair de lune. Le moteur se tut. Les lumières s'éteignirent. Pendant plusieurs minutes, rien ne se passa. Puis une portière s'ouvrit et se referma. Une seule silhouette émergea, se découpant sur la neige, grande, se déplaçant avec détermination. « C'est lui », murmura Manon. « C'est Nicolas. » La silhouette s'approcha lentement, s'arrêtant bien avant la maison. Quand il parla, sa voix porta clairement dans l'air froid. « Manon, je sais que tu es là-dedans. J'ai parlé à assez de gens en ville. Ils m'ont parlé de la femme de la montagne qui vit seule ici. M'ont dit qu'elle avait eu une visiteuse récemment. Jeune femme, cheveux noirs. C'est toi, ma belle. » Aucune d'elles ne répondit. « Je veux juste parler, » continua Nicolas. « Tu as pris quelque chose qui m'appartient. L'argent de Sandrine. Elle me devait cet argent et maintenant tu me le dois. Sors. On va en discuter comme des adultes et je partirai. C'est simple. » Monique croisa le regard de Manon, secoua la tête. Ne pas répondre. Ne pas engager la conversation. Manon. La voix de Nicolas se durcit. Ne rends pas les choses difficiles. J'ai conduit 3000 kilomètres. Je ne partirai pas sans ce qui est à moi. Silence de la maison. Très bien. Le ton de Nicolas devint plus sombre. Tu veux jouer à ça? J'ai toute la nuit. J'ai toute la semaine. Je vais rester assis ici jusqu'à ce que tu gèles ou que tu meurs de faim ou que tu t'ennuies. C'est ton choix. Monique se déplaça avec précaution vers la porte d'entrée. Pressa son visage contre la fente. Elle pouvait voir Nicolas plus clairement maintenant. Il était en effet grand, solidement bâti, portant un manteau épais et des bottes. Il était venu préparé pour le froid. Il fit un lent tour sur lui-même, inspectant la maison, cherchant des faiblesses. « Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi », cria-t-il. « La vieille qui possède cet endroit. Tu veux vraiment l'entraîner là-dedans? Parce que je le ferai. Je ferai tout ce qu'il faudra. » Monique sentit une bouffée de colère. Elle se dirigea vers la fenêtre, ouvrit le volet juste assez pour parler. « C'est une propriété privée », cria-t-elle. « Vous violez une propriété. Partez maintenant ou j'appelle la gendarmerie. » Nicolas se tourna vers sa voix, souriant. Elle pouvait le voir même au clair de lune. « La voilà. Madame rêve, n'est-ce pas? Joli coin que vous avez là. Vraiment isolé. La gendarmerie est à quoi, 90 minutes d'ici? Beaucoup de choses peuvent arriver en 90 minutes. Je suis armé. Je sais me servir d'un fusil.
Et vous êtes debout en plein air comme un idiot. Alors, à moins que vous ne vouliez savoir à quel point je vise bien, je vous suggère de remonter dans votre camion et de partir. Nicolas rit. Vous n'allez pas me tirer dessus, la vieille. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je n'ai encore rien fait d'illégal. Je suis juste là, à parler. Mais je ferai quelque chose si vous n'envoyez pas Manon dehors. Ce sera de votre faute. Il avait raison. Et Monique le savait. Elle ne pouvait pas tirer sur un homme qui se tenait sur sa propriété et parlait, pas légalement. Mais elle pouvait lui faire comprendre que rester était une erreur. Elle tira une balle dans la neige à 3 mètres devant lui. La détonation du fusil résonna à travers la montagne. Nicolas sursauta, surpris, puis en colère. Vous êtes folle. La prochaine ne manquera pas sa cible. Fichez le camp de ma terre. Pendant un long moment, Nicolas resta là, pesant ses options. Puis il sourit à nouveau, froid et calculateur. D'accord, je pars. Mais je ne vais pas loin. Je reviendrai, et la prochaine fois, je ne serai pas debout en plein air comme un idiot. Il recula vers son camion, gardant les yeux sur la maison. Monta, démarra le moteur. Les phares s'allumèrent, et il s'éloigna lentement, délibérément, s'assurant qu'elle savait qu'il contrôlait son départ. Quand les lumières disparurent au détour du virage, Monique laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Il reviendra, dit Manon. Je sais. Cette nuit, peut-être. Ou peut-être qu'il attendra. Pour nous rendre nerveuses. Quoi qu'il en soit, nous restons prêtes. Elles maintinrent leur position toute la nuit, se relayant pour se reposer pendant que l'autre veillait. Gédéon ne se détendit jamais, restant alerte, observant l'obscurité. Les heures passèrent lentement. À 4 heures du matin, alors que l'épuisement rendait les yeux de Monique lourds, le grognement de Gédéon la réveilla instantanément. Elle regarda par la fenêtre et vit un mouvement près de la remise. Une ombre, basse et prudente. Nicolas était revenu à pied, essayant de s'approcher sans être vu. Il est à la remise, murmura Monique. Manon se déplaça vers la fenêtre latérale. Je le vois. Elles regardèrent Nicolas tourner autour de la maison, testant les fenêtres, cherchant un point d'entrée facile. Il les avait sous-estimées. Pensait qu'elle dormirait à 7 heures. Quand il atteignit la porte arrière et essaya la poignée, Monique tira un autre coup de semonce à travers la fenêtre fermée, brisant la vitre. Nicolas plongea à couvert derrière le tas de bois. « Ok » cria-t-il. « Ok, vous voulez jouer les durs. » Très bien. Il émergea avec un fusil à lui. Le jeu avait changé. Le premier tir du fusil de Nicolas traversa la porte d'entrée, faisant éclater le bois à 15 cm de l'endroit où Monique se tenait. Elle se jeta à terre, le cœur battant à tout rompre. Manon riposta depuis la fenêtre latérale, la détonation du fusil de chasse assourdissante dans l'espace confiné. Nicolas se précipita pour se mettre à l'abri derrière la remise. « Il a un fusil, dit Manon, la voix tendue. Ça change tout. Restez à terre. Ne lui donnez pas de cible. » Monique se déplaça vers une nouvelle position, loin de la porte. La maison parut soudain très petite. Nicolas tira 2 fois de plus, méthodiquement, testant leur défense. Une balle frappa le volet de la fenêtre avant, le projetant vers l'intérieur. L'autre passa au-dessus, se logeant dans le mur de pierre. Il trouvait sa portée. « Manon !» cria Nicolas. « C'est stupide. Sors et personne n'a à mourir. Va en enfer !» cria Manon en retour, et Monique sentit une bouffée de fierté, même si elle grimaça à l'erreur tactique de révéler sa position. Nicolas tira au son de sa voix. La balle brisa la fenêtre à côté de Manon, la douchant de verre. Elle se baissa, jurant, saignant d'une coupure à la joue. « Ça va ?» cria Monique. « Oui, oui, ça va. » Gédéon faisait les 100 pas frénétiquement entre elles, voulant agir, mais retenu par l'ordre de Monique de rester. Son instinct était d'attaquer, de repousser la menace. Mais elle avait besoin de lui à l'intérieur, comme dernière ligne de défense si Nicolas parvenait à entrer. Nicolas tourna, se déplaçant vers l'arrière de la maison où les fenêtres étaient plus petites. Monique l'entendit tester la porte arrière, pesant de tout son poids contre elle. La barre tint, mais le cadre craqua. Encore quelques tentatives et il pourrait la briser.
Nous devons le ralentir, dit Monique. S'il entre ici, c'est fini. Elle se déplaça vers la fenêtre arrière, en veillant à rester hors de la ligne de mire. Quand l'ombre de Nicolas apparut, essayant de nouveau la porte, elle tira à travers le mur où elle estimait sa position. Un cri de douleur lui indiqua qu'elle avait touché. Pas mortel, mais assez pour faire mal. Tu m'as tiré dessus. La voix de Nicolas était enragée maintenant, le contrôle lui échappant. Tu m'as vraiment tiré dessus. Je vous ai dit que je savais me servir de ce fusil, cria Monique en retour. Partez maintenant, pendant que vous le pouvez encore. Mais elle savait qu'il ne le ferait pas. Les hommes comme Nicolas ne battent pas en retraite une fois leur fierté blessée. Si quoi que ce soit, elle avait empiré les choses. Il commença à tirer systématiquement sur la maison. Balle après balle, les forçant à rester à terre. Des éclats de bois volaient dans l'air. Une des lampes à huile explosa, projetant du kérosène sur le sol. Monique se précipita pour empêcher un incendie, l'étouffant avec une couverture, tandis que Manon assurait un tir de couverture. « On ne peut pas continuer comme ça !» cria Manon par-dessus les coups de feu. « Il a plus de munitions que nous. » Elle avait raison. Monique fit un compte rapide. Peut-être 20 cartouches pour le fusil, la moitié pour le fusil de chasse. Si cela se transformait en une fusillade prolongée, elle perdrait. Alors Gédéon prit la décision pour elle. Le loup avait observé Nicolas à travers la fenêtre brisée, suivant ses mouvements. Quand Nicolas se déplaça sur le côté de la maison, momentanément exposé, Gédéon se lança à travers l'ouverture de la fenêtre avant que Monique ne puisse l'arrêter. « Non !» hurla Monique. Mais il était trop tard. Gédéon percuta Nicolas comme un missile noir, 70 kilos de muscles et de fureur. Nicolas tomba lourdement, son fusil s'envolant de ses mains. Il hurla alors que les mâchoires de Gédéon trouvèrent son bras, se refermèrent. Ils roulèrent ensemble dans la neige. Nicolas essayant de repousser le loup. Gédéon, implacable. « Enlevez-le de moi. Enlevez-le. » Nicolas paniquait maintenant, toute sa bravade disparut. Monique attrapa son fusil et courut dehors. Manon juste derrière elle. Elles trouvèrent Nicolas sur le dos. Gédéon debout au-dessus de lui, les crocs découverts. Une patte massive sur la poitrine de l'homme. Nicolas saignait de multiples morsures au bras et à l'épaule. Son visage était pâle de choc et de peur. « Rappelez-le !» supplia Nicolas. « S'il vous plaît, rappelez-le. » Monique garda son fusil pointé sur lui. Gédéon, arrière. Le loup recula mais resta proche, prêt à attaquer à nouveau à la moindre provocation. Nicolas resta là, respirant fort, saignant dans la neige. Son fusil était à 3 mètres. Monique le repoussa plus loin d'un coup de pied. « Ne bougez pas, dit-elle. Manon, prends son fusil. Vérifie s'il a d'autres armes. » Manon s'avança prudemment. Elle trouva un couteau à sa ceinture, le retira, un pistolet dans un étui de cheville. Elle jeta les deux au loin dans la neige. « Vous faites une erreur, dit Nicolas les dents serrées. Elle m'appartient. Sandrine me devait de l'argent. Sandrine ne vous devait rien, dit Manon, la voix froide. Elle vous a donné des années de sa vie. Elle est restée avec vous-même quand vous la blessiez. Vous avez eu plus que vous ne méritiez. L'argent était le sien, mon héritage. Vous n'avez aucun droit dessus, ni sur moi. » Nicolas essaya de s'asseoir. Gédéon gronda et il se figea. Le sang s'étalait sur sa chemise à cause des morsures. Il aurait bientôt besoin de soins médicaux. Monique entendit des sirènes au loin. Quelqu'un en ville avait dû appeler la gendarmerie après avoir entendu les coups de feu résonner à travers la montagne. L'aide arrivait, mais ce serait encore dans 20 minutes ou plus. « Nous attendons, dit Monique. Nous tous. Et quand le capitaine arrivera, nous laisserons la loi s'en occuper. » Nicolas la foudroya du regard avec une haine pure, mais ne dit rien. Il était vaincu, et il le savait. Les sirènes devinrent plus fortes. Plusieurs véhicules gravissant la route d'accès. Des lumières rouges et bleues clignotèrent à travers les arbres. Monique garda son fusil pointé sur Nicolas, qui gisait dans la neige, serrant son bras blessé, les fixant d'une rage impuissante. Gédéon tournait, les poils hérissés, le défiant de bouger. Le capitaine Duval arriva le premier,
son 4x4 s'arrêtant en dérapant à 20 mètres de la maison. Il sortit, son arme à la main. Évaluant la scène, la maison endommagée, les armes éparpillées, l'homme ensanglanté au sol, 2 femmes avec des fusils, et un énorme loup noir montant la garde. « Tout le monde, posez vos armes !» cria Duval. « Maintenant !» Monique posa soigneusement son fusil sur le porche. Manon fit de même avec le fusil de chasse. Nicolas essaya de désigner ses propres armes dispersées comme pour montrer sa coopération, mais le grognement d'avertissement de Gédéon le maintint immobile. « Capitaine, dit calmement Monique. Cet homme est Nicolas Caron. Il a des mandats d'arrêt en cours. Il a attaqué ma propriété et menacé mon invité. Nous nous sommes défendus. » Duval s'approcha prudemment, 2 gendarmes derrière lui. Il regarda les blessures de Nicolas, le trou de balle dans sa jambe, les marques de morsure. « Il vous faut une ambulance. Il faut que vous les arrêtiez, cracha Nicolas. Cette vieille m'a tiré dessus. Ce loup m'a attaqué. Après que vous ayez tiré sur ma maison, dit Monique. Après avoir refusé plusieurs avertissements de partir. Capitaine, vérifiez la maison. Vous verrez où ces balles ont frappé. Nous avons des douilles, des impacts de balles, tout ce dont vous avez besoin. Un gendarme se déplaça pour examiner la maison tandis qu'un autre s'approchait de Nicolas avec une trousse de premier secours. Duval se tourna vers Manon. « Qui êtes-vous » Manon Roux. « Il est l'ex-petit ami de ma mère. Il me harcèle depuis 3 mois à travers plusieurs régions. Il s'est présenté ici la nuit dernière et est revenu armé ce matin quand j'ai refusé de partir avec lui. C'est vrai, Caron ? Elle m'a volé. 4 000 € que sa mère me devait. L'argent était mon héritage, interrompit Manon. De la succession de ma mère. Il n'a aucun droit légal dessus, ni sur moi. Vérifiez son casier. Accusation d'agression, violation sur les armes. Il a violé sa libération conditionnelle en traversant les frontières régionales avec une arme à feu. Duval sortit sa radio, appela le nom de Nicolas. La réponse revint rapidement. Mandat d'arrêt en cours en Bretagne et en Normandie. Violation de la libération conditionnelle confirmée. L'expression de Duval se durcit. Nicolas Caron, vous êtes en état d'arrestation. Il fit un signe de tête à ses adjoints qui s'avancèrent pour menotter Nicolas malgré ses protestations et ses blessures. C'est. Elles m'ont tiré dessus. Cet animal a essayé de me tuer. Vous avez tiré sur une résidence, dit Duval. Menacé 2 femmes. Elles avaient tout à fait le droit de se défendre. Maintenant, taisez-vous avant que je n'ajoute d'autres charges. L'ambulance arriva 10 minutes plus tard, gyrophares allumés. Les ambulanciers chargèrent Nicolas sur un brancard, protestant toujours, menaçant toujours. Monique le regarda partir avec un mélange de soulagement et d'épuisement. Duval prit leur déposition séparément, enregistrant tout. Le gendarme confirma les dommages par balle à la maison, trouva les douilles du fusil de Nicolas éparpillées sur la propriété. Les preuves matérielles corroboraient entièrement leur récit. Il ira en prison, dit Duval quand il eut terminé. Des charges au niveau national pour la violation de la libération conditionnelle, plus les charges que nous ajouterons ici. Agression avec une arme mortelle au minimum. Probablement tentative d'enlèvement. Il ne vous dérangera plus. Merci, dit doucement Manon. Duval la regarda attentivement. Vous prévoyez de rester dans la région ? Elle jeta un coup d'œil à Monique, qui hocha la tête. Oui, je reste. Bien. Nous aurons besoin de vous pour le procès. Et mademoiselle Roux, vous avez bien fait. D'appeler à l'aide, de tenir bon. Trop de femmes ne le font pas. Après le départ du capitaine, Monique et Manon se tinrent sur le porche endommagé, regardant les feux arrière disparaître en bas de la montagne. L'aube se levait, rose et or sur les sommets. Le monde semblait nettoyé par la violence de la nuit, prêt à recommencer. C'est fini, dit Manon, comme si elle ne pouvait pas tout à fait y croire. C'est fini, confirma Monique. Manon se tourna vers Gédéon, s'agenouilla à côté de lui. Le loup avait du sang sur son museau, pas le sien. Elle enroula ses bras autour de son cou. Tu nous as sauvés, espèce de loup fou et merveilleux. Gédéon se pencha contre elle, un grondement de contentement. Il avait fait ce qu'il était censé faire. Protéger la meute, protéger sa personne.
Il a bien mérité sa place, dit Monique, le grattant derrière les oreilles. Bien qu'il faudra probablement expliquer au capitaine qu'il n'est un danger pour personne, sauf pour ceux qui attaquent sa famille. Sa famille, répéta doucement Manon. C'est ce que nous sommes maintenant, n'est-ce pas? Une famille? Une famille étrange. Une vieille femme, une jeune fugitive et un loup. La meilleure, dit Manon, et elle sourit à travers son épuisement. Elles entrèrent et évaluèrent les dégâts. Des trous de balles dans les murs et la porte, des fenêtres brisées, une lampe en éclats, le sol couvert de verre et d'éclats de bois. Il faudrait du travail pour réparer, mais c'était réparable. Tout était réparable maintenant. Monique fit du café pendant que Manon balayait le plus gros des débris. Gédéon s'effondra près du poêle, s'autorisant enfin à se reposer. L'adrénaline retombait, les laissant toutes tremblantes et fatiguées. On devrait dormir, dit Monique. Quelques heures au moins. Tout le reste peut attendre. Après avoir barricadé les fenêtres cassées, dit Manon. On ne peut pas laisser la neige entrer. Elles travaillèrent ensemble dans la lumière naissante, rapiéçant ce qu'elles pouvaient avec du contreplaqué et du ruban adhésif. Des réparations temporaires, mais suffisantes. Quand elles se couchèrent enfin, Monique dans son lit, Manon dans la mezzanine, Gédéon étendu entre elles sur le sol, la maison semblait plus sûre qu'elle ne l'avait été depuis des heures. Assez sûre pour dormir. Assez sûre pour guérir. Assez sûre pour recommencer. 3 mois plus tard, le début du printemps arriva dans les Cévennes. La neige se retira sur les montagnes, révélant la terre humide et les premières pousses courageuses de fleurs sauvages. La maison avait été entièrement réparée, de nouvelles fenêtres installées, les trous de balles rebouchés et enduits, la porte remplacée par du chêne massif que Pierre aurait approuvé. Manon avait appris à fendre le bois correctement, à entretenir la ligne de piège, à lire les signes météorologiques dans les nuages. Elle se déplaçait dans les routines de la montagne avec l'assurance de quelqu'un qui y appartenait. Ses mains s'étaient calleuses. Son visage avait perdu son éreinté. Elle souriait plus facilement maintenant. Elles avaient fait le voyage à Florac la semaine précédente, descendant ensemble dans la vieille Renault 4 de Monique. Premier arrêt, le tribunal, où elles avaient déposé les papiers pour une adoption adulte. C'était une formalité, en réalité. Monique adoptant la fille de Pierre comme la sienne. Le juge avait été curieux des circonstances, mais le test ADN qu'elles avaient finalement fait en utilisant les effets personnels de Pierre avait été concluant. Manon était la fille biologique de Pierre. L'adoption ne faisait qu'officialiser ce qui était déjà vrai de toutes les manières qui comptaient. Deuxième arrêt, le petit cimetière. Elles s'étaient tenues ensemble devant la tombe de Pierre, une simple pierre tombale sur laquelle était inscrit « Pierre rêve, 1951 ». Époux bien-aimé, il connaissait ses montagnes. Monique avait apporté des fleurs fraîches. Manon avait apporté autre chose. Elle avait sorti la vieille photo, celle d'elle et de Sandrine à la maison, et l'avait enfoncée dans la terre au pied de la stèle. Puis elle s'était agenouillée et avait parlé doucement. « Papa, j'aurais aimé te rencontrer. Maman m'a dit que tu étais gentil, que tu l'as sauvée quand elle en avait besoin. Elle ne t'a jamais oublié. Et elle m'a envoyé ici, à l'endroit que tu aimais, pour trouver ce qu'il restait de toi. J'ai trouvé plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai trouvé Monique. J'ai trouvé un foyer. J'ai trouvé une famille. » Sa voix s'était brisée. « J'espère que tu en es fier. J'espère que toi et maman êtes quelque part ensemble, regardant cela, sachant que ça a marché comme elle l'espérait. » Monique avait posé sa main sur l'épaule de Manon, des larmes coulant sur son propre visage. Elle avait ajouté ses propres mots, parlant à Pierre comme elle le faisait souvent dans le silence de ses pensées. « Je prends soin d'elle, notre fille. Elle est forte, intelligente et bonne. Tout ce que tu aurais voulu. Je ne suis plus seul, Pierre. Elle non plus. Merci pour ça. D'avoir aidé Sandrine. D'avoir rendu cela possible, même si tu ne l'as jamais su. » Elles étaient restées là pendant 1 heure, racontant à Pierre des histoires sur l'hiver, sur Gédéon, sur l'arrestation et le procès de Nicolas. Nicolas avait été condamné à 8 ans de prison, avec d'autres charges en attente en Bretagne. Il ne les dérangerait plus jamais. Maintenant, de retour à la maison, elle construisait quelque chose de nouveau. Manon avait esquissé des plans pour une petite extension, une vraie chambre pour elle, afin que Monique puisse récupérer la pièce principale. Elle commencerait la construction en été, quand le temps serait fiable.
Manon avait également commencé à prendre des clients comme guide de montagne, quelques-uns au début, des gens à la recherche d'expériences authentiques. Elle était douée pour ça. Elle avait le don de sa mère pour mettre les gens en sécurité, combiné à de réelles compétences en pleine nature. L'argent n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose, une contribution. Tu n'as pas à prouver ta valeur, lui avait dit Monique. Tu es de la famille. C'est ta maison, quoi qu'il arrive. Je sais. Mais je veux le faire. Je veux construire quelque chose ici, avec toi. Le panneau en bois que Manon avait sculpté était maintenant accroché près de la porte d'entrée. Rêveroux, y lisait-on en lettres que Pierre aurait qualifié de fonctionnel, mais que Monique trouvait magnifique. C'était une déclaration, un nom de famille qui honorait les deux lignées, les deux histoires. Ce matin-là, elles étaient assises sur le porche avec leur café, regardant le lever du soleil peindre les sommets d'orange et de violet. Gédéon était couché entre elles, la tête sur les genoux de Manon. Le loup la quittait rarement ces jours-ci, s'étant pleinement attaché à elle comme Sandrine avait dû l'espérer. « Je pensais, dit Manon, à l'hiver prochain. »« Quoi, l'hiver prochain ? Ça va être dur. On sera bloqué par la neige pendant des mois. Tu es sûr que tu me veux ici pour ça ?» Monique la regarda. Cette jeune femme qui était devenue sa fille de toutes les manières qui comptaient. « Manon, c'est ta maison. Je te veux ici chaque saison, chaque année, aussi longtemps que tu voudras rester. Même quand je te rendrai folle ? Surtout à ce moment-là. C'est ce que fait la famille. » Manon sourit. Ce sourire éclatant et authentique qui transformait son visage. « Bien. Parce que je ne vais nulle part. C'est ici que je suis à ma place. » Elles s'assirent dans un silence confortable, regardant le jour commencer. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Quelque part en bas de la montagne, un ruisseau coulait à flot avec la fonte des neiges. Le monde se réveillait, se renouvelant comme il le faisait chaque printemps. « Tu penses qu'ils sont ensemble ?» demanda soudain Manon. « Pierre et ma mère, ou que les gens aillent après. »« J'aime à le penser, » dit Monique. « Je pense que Sandrine lui montre la personne que tu es devenue, lui racontant toutes les histoires qu'il a manquées. Et je pense qu'il est fier de vous deux. Je l'espère. Je le sais. » Gédéon se leva, s'étira et descendit les marches du porche pour entrer dans la clairière. Il se retourna pour les regarder. Des yeux ambrés, patients. C'était l'heure de la promenade du matin, son emploi du temps aussi prévisible que le lever du soleil. Monique et Manon se levèrent ensemble, prirent leur manteau par habitude, même si la matinée était douce. Elles suivirent Gédéon dans la forêt, marchant sur les sentiers qu'elles avaient parcourus 100 fois cet hiver. Mais maintenant, le printemps arrivait, et avec lui, des possibilités infinies. Derrière elle, la maison se dressait, solide contre la montagne, la fumée s'élevant de la cheminée. Le panneau se balançait doucement dans la brise. Rêveroux. Une famille forgée dans la perte et la solitude, par le hasard et le choix, par le hurlement d'un loup dans une nuit d'hiver et l'espoir désespéré d'une mère que l'amour trouverait un chemin. Il avait trouvé un chemin. Il le faisait toujours. Ici, où la nature ne donnait pas de réponse facile, mais disait toujours la vérité. La vérité était la suivante. Elles étaient chez elles. Elles étaient une famille. Elles étaient exactement là où elles étaient censées être.